Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et oui, on a déjà effectué la lecture du livre de la jungle, entre guillemets du premier livre de la jungle de Rudyard Kipling il y a de cela un peu plus de 9 mois à présent. La rediffusion est disponible sur ma chaîne YouTube. Et ce soir, on entame donc le second livre de la jungle, qui fait directement suite au premier, entre guillemets. Et donc ce soir, on entamera la première nouvelle de ce recueil, à savoir la nouvelle « Comment vint la crainte ?» Et on enchaînera peut-être avec une seconde nouvelle d'ailleurs. Ça sera donc la nouvelle « Le miracle de Purun Bhagat » si on va jusque-là. Si vous nous regardez sur YouTube, vous aurez compris avec ce que je viens de dire qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live passé. Donc de ce fait, je vais forcément discuter un petit peu avec le chat dans une introduction et dans des pauses que je vais effectuer dans ma lecture. Si vous voulez passer ces moments de parlotte et vous rendre uniquement aux endroits de lecture pure, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition. Et quand je suis en lecture de chapitre, ou quand je suis en phase de lecture tout simplement, je ne m'arrête sous aucun prétexte, la lecture est fluide, sans interruption, donc il n'y a pas de souci normalement pour suivre la lecture, tout est impec. Voilou pour l'avertissement entre guillemets, et du coup comme d'habitude on commence par une petite introduction de 5, 10, 15, 20 minutes où je vais un petit peu parler avec le chat, un petit peu vous donner des news concernant les programmes à venir sur la chaîne et également des news un petit peu hors live. Bref, pas mal de choses à vous dire comme d'habitude. On commence donc avec cette petite intro et j'accueille tout de suite Fallen Angel. Bienvenue Fallen Angel sur ce live. Fallen Angel qui va faire le ménage en nous écoutant. Et bon courage pour ton ménage et merci d'avoir fait un petit coucou, ça fait plaisir. D'ailleurs j'en profite dans tout ce qui est remerciements, etc. J'en profite, je vois juste à l'instant que nous avons eu un nouveau follow. Donc merci Zerinao, si je prononce bien ton pseudo, pour ton follow. Et également, j'en profite tout simplement pour vous faire part d'une très bonne nouvelle, en tout cas une très bonne nouvelle pour moi. Ça fait extrêmement plaisir. Si je le pouvais, je le ferais, je vous remercierais chacun individuellement, chacun d'entre vous. Bon, en vérité, je l'ai peut-être déjà un peu fait, puisque relativement souvent, je discute quand même avec les nouveaux followers ou les nouveaux abonnés sur la chaîne, etc. Bref. Il y a eu un petit événement, c'était il y a de cela 2 jours, puisque nous sommes arrivés à 500 abonnés, plus de 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc un énorme merci pour les 500 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et faut avouer que je suis pas très stat, je suis pas très chiffre, ça m'intéresse pas beaucoup d'aller checker tout ça. Mais faut avouer que 500 abonnés, ça m'a fait un petit quelque chose. En fait c'est tout con, mais juste dans ma tête je me dis, ouah, c'est un demi-millier. Et du coup, dans ma tête, ça commence à faire beaucoup. Et aussi, c'est ce que j'expliquais à un ami, c'est que au-delà de me dire il y a 500 personnes qui se sont abonnées, c'est surtout de me dire ce que ça représente. Et c'est très con, mais pour moi, ça veut dire beaucoup et ça fait chaud au cœur, entre guillemets. Parce que du coup, je me suis dit, en fait, j'ai formalisé les choses ainsi. On pourrait se dire que 500 abonnés, c'est relativement peu, quand on voit certaines chaînes à 1 million, à plusieurs millions même d'abonnés. On pourrait se dire que 500 abonnés, c'est peu, surtout que ça commence à faire quelques années que je suis sur YouTube. Donc c'est vrai que sur cette durée, c'est relativement peu. Mais tout simplement, quand on ramène ça à ce que ça veut dire, je trouve ça beaucoup plus impactant et beaucoup plus dingue, tout simplement. Et en fait, moi, je le prends comme... Ça veut dire qu'il y a 500 personnes à un instant T qui se sont dit « Ok, ton travail mérite... » Enfin, ton travail. J'aime pas trop le mot travail, mais ton activité ou tes activités ou ce que tu proposes mérite pas de l'attention, mais en gros, est reconnu.
Et de voir de voir ce chiffre un petit peu abstrait de cette manière, pour le coup, me fait beaucoup plus plaisir et ouais, me touche bien davantage. Voilà, tout simplement de me dire, il y a 500 personnes à un moment donné qui se sont dit, ah bah je reconnais qu'il a fait quelque chose de bien. Et du coup, c'est con, mais de me le formuler comme ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, encore une fois, un énorme merci pour ces 500 abonnés. Et puis bah, j'espère qu'on continuera sur cette lancée. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de pics de vues sur la chaîne, etc. Et à chaque fois, ça me fait super plaisir de pouvoir dialoguer avec davantage de gens dans les commentaires des vidéos. Donc continuez à commenter dans les vidéos sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à venir parler aussi en live sur Twitch. C'est à chaque fois un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc une dernière fois, un gigantesque merci à tous. Concernant la suite de cette introduction, j'ai quelques trucs à vous dire, mais c'est des trucs relativement basiques, on va dire, sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. C'est-à-dire que je me concentre un petit peu sur les mêmes projets. Là, cette année, je me suis donné comme résolution, si on peut dire, de publier mon premier roman. Donc d'écrire et de publier mon premier roman. Je l'ai déjà écrit et je le publie sur Wattpad à raison d'un chapitre tous les mercredis. Donc il y aura un nouveau chapitre demain. D'ailleurs, mercredi dernier, j'ai sorti 3 chapitres d'un coup. Et le chapitre demain sera un petit peu la conclusion de ces 4 chapitres d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une chose à laquelle je m'attelle particulièrement cette année. Une deuxième chose, c'est mon jeu de société sur l'eau, dont j'aimerais faire, pareil, la publication cette année. Malheureusement, c'est vrai que là, j'avance pas beaucoup sur l'eau, j'ai vraiment du mal en ce moment. Faudrait que je me mette un petit coup de fouet. Malgré tout, ça avance quand même, puisque bien que ça n'avance pas... comment dire, bien que ça n'avance pas matériellement, concrètement, sur la réflexion, ça avance et je pense avoir trouvé le format parfait pour le livret de règles, grosso modo. Donc je pense avoir trouvé l'idée, le concept pour le livret de règles qui fait que on comprendrait le jeu et qu'on comprendrait surtout la multitude de choses qu'on peut en tirer. Parce que le but de ce jeu, ce sera un petit peu d'être un jeu très à de grandes variables et qu'on pourra, avec une énorme rejouabilité, voilà, on va dire ça. Et donc c'est presque du bac à sable et j'ai envie qu'on comprenne à la lecture du livret de règles qu'on peut faire vraiment énormément de choses différentes et que voilà, qu'on peut s'approprier le jeu pour en faire presque son propre jeu. Bref, c'est donc au final, même si je n'avance pas énormément concrètement sur le jeu, il y a quand même des idées qui se forment par rapport au jeu et des parties de test qui continuent à se faire. Et enfin, le dernier projet sur lequel je m'attelle particulièrement cette année, ça serait l'élaboration de mon premier album. J'ai déjà mis quelques musiques sur mon YouTube. Et pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en ce moment j'étais en train de travailler sur la chanson Realism of Multiplication. J'ai beaucoup travaillé sur cette chanson. J'ai déjà posté la démo sur YouTube et j'ai continué à beaucoup y bosser. Ces derniers temps, je voulais vraiment sortir la version définitive. Et malheureusement, j'ai passé des heures et des heures. Et pour le moment, je suis toujours pas satisfait. Et pour le moment, j'ai l'impression d'arriver à mon plafond, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, pour le moment, je suis capé. Je suis au taquet, n'est-ce pas? Je suis bloqué. Je suis au maximum de mes capacités et je peux pas faire mieux. Donc moi, ça me déçoit un petit peu, je dois l'avouer, parce que ça sonne toujours pas comme ce que je voudrais que ça sonne. Donc ça ne sonne toujours pas comme ce que j'ai en tête. Malheureusement. Mais je pense que là, je suis arrivé à terme de mes capacités actuelles. On va dire, à l'instant T, j'ai fait mon meilleur possible. Dans un sens, ce qui est un petit peu rassurant. C'est justement cette idée de se dire, bon bah j'ai fait de mon mieux de toute manière, donc je ne peux pas m'en vouloir, au moins, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est vrai que je suis un peu frustré de ne pas réussir à faire mieux.
Donc là, pour le moment, la chanson va pas sortir tout de suite. Je prévoyais de la sortir relativement rapidement. Mais là, je vais garder quelques temps cette chanson en privé et voir si tout simplement j'arrive à m'améliorer sur le mixage. Je répète, j'ai pas de formation d'ingénieur son ou quoi que ce soit, je fais tout par moi-même, que ce soit la guitare, la composition basse, la composition batterie, l'écriture des paroles, le chant et le mixage de la piste. Donc, enfin de la piste, de la chanson. Donc ça fait beaucoup de travail et beaucoup de choses dans lesquelles je ne suis pas du tout pro et totalement autodidacte. Donc voilà, là pour le moment j'ai l'impression d'être un peu capé et d'être un peu arrivé au bout de ce que je pouvais donner. Donc voilà, je vais garder cette chanson sur le côté un peu en stand-by. Je vais essayer de l'améliorer. En vrai, je dis que j'ai plus de pistes, mais j'ai quand même une petite piste où je pourrais peut-être un petit peu améliorer. Il faudrait que je réenregistre le premier couplet au chant en essayant de chanter d'une manière différente. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans le détail. Mais je dois avouer que ouais, ça m'a mis assez un coup au moral parce que j'ai vraiment passé énormément d'heures dessus et quand je pensais avoir terminé, être arrivé au bout, je me suis rendu compte que j'étais encore très loin du résultat que j'aurais voulu. Donc pour le moment, je sais pas encore trop l'avenir de cette chanson, je sais pas si je vais la réenregistrer entièrement ou si je vais la publier sur YouTube et peut-être quand j'aurai peut-être step up un petit peu dans ma maîtrise du mixage, en refaire encore une nouvelle version, auquel cas on pourrait dire que la version que je vais sortir là bientôt serait un petit peu une démo 2. Mais bon, j'ai pas envie de faire plusieurs démos par chanson non plus. Enfin, au bout d'un moment, c'est con, hein, mais au bout d'un moment, j'ai envie de rendre quelque chose de fini, d'abouti. Et c'est ça justement qui est frustrant, c'est de rendre quelque chose de pas fini, alors que on a tout donné pour. Mais bon, bref. Je veux pas larmoyer, je veux pas commencer à partir sur des discours un petit peu négatifs, etc. Mais c'est vrai que je me donne beaucoup, et je vais essayer de me donner encore plus. Je vais essayer d'encore plus travailler sur la musique et sur les jeux de société, et sur les lives, et sur le roman, etc. J'essaie de multiplier les projets et de, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, rendre tout ça un peu plus pro. Bref, voilou, j'ai pas forcément beaucoup plus à vous dire, si ce n'est que du coup, on vient d'effectuer une pause dans les lives, mais cette fois, ça y est, les lives vont reprendre un rythme normal pour au moins 2 semaines, peut-être même 3, peut-être même 4, à voir, je vous tiendrai au courant. En tout cas, pour 2 semaines, c'est certain. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, soyez-en sûrs, il y aura mardi et vendredi 21h un live de lecture, et dimanche 21h un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Ça, je peux vous l'affirmer. Mais je pense avoir tout dit du coup. Nous allons donc pouvoir doucement nous recentrer sur ce qui va nous intéresser ce soir, à savoir la lecture, le premier live de lecture sur le second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Comme je le disais plus tôt, nous lirons ce soir la première nouvelle Comment va l'incrainte. Pour ceux qui étaient là lors des lives sur le livre de la jungle, vous vous souviendrez peut-être que les nouvelles étaient relativement indépendantes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin, on n'avait pas forcément besoin, même très peu besoin je trouve, d'avoir lu une nouvelle pour comprendre une autre. Elles étaient assez indépendantes, comme je le disais à l'instant. D'ailleurs, une bonne partie d'entre elles n'avaient même pas les personnages de Mowgli, ou de Bagheera, Baloo, etc. et étaient des histoires totalement indépendantes en one-shot. Dans le second livre de la jungle, c'est la même chose. Il y a des nouvelles totalement indépendantes a priori. Il y a des nouvelles qui, encore une fois, ne font pas apparaître Mowgli et les personnages connus du livre de la jungle. Et même les nouvelles où Mowgli est présent, je ne pense pas qu'il faille forcément les lire chronologiquement. Enfin, je pense pas qu'il y ait une histoire qui se suive sur plusieurs nouvelles. Donc c'est quelque part un avantage, parce qu'on peut prendre à peu près n'importe quelle nouvelle
et la découvrir à peu près dans n'importe quel ordre. Donc c'est quand même relativement sympa. Ce que j'avais fait du coup pour le livre de la jungle, c'est que j'avais fait un live par nouvelle. Ce que je pensais réitérer pour le second livre de la jungle. Problème qui se pose à moi, c'est que les nouvelles ont l'air d'être encore plus courtes que lors du premier recueil de nouvelles. Et du coup, je me dis que là, si je fais que comment vainc la crainte ce soir, on risque de terminer en moins d'1 heure. Et ça, j'ai pas forcément envie de faire des lives de moins d'1 heure sur la chaîne. Je trouverais ça dommage, on fait que 3 lives par semaine, ce serait un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va se dire qu'au programme, il y a comment vainc la crainte. Si à la fin de la lecture de cette nouvelle, le live fait déjà plus d'1 heure, je m'arrêterai. Si à la fin de la lecture de cette nouvelle, le live fait moins d'1 heure, je poursuivrai avec une seconde nouvelle. Je pense qu'on va faire ça. À savoir qu'il y a au total 8 nouvelles dans ce recueil, donc ça va nous prendre grosso modo 3-4 semaines quoi. Voili voilou. Je vous invite donc à vous détendre, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations, peut-être le ménage comme Fallen Angel, peut-être dessiner, peut-être plein de choses, peut-être êtes-vous dans les transports, bref, peu importe ce que vous êtes en train de faire, courage à vous les amis, et je vous souhaite santé. J'avoue que je me sens bizarre ce soir, je sais pas, je me sens bizarre de reprendre une lecture qui tranche vraiment de la dernière lecture qu'on a eue, puisque là, ça faisait depuis début janvier qu'on était sur la même lecture, Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, qui était une lecture beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus, pas hard, mais on va dire beaucoup plus, ouais, sérieuse, lourde, avec des gros guillemets, parce que je la trouvais pas lourde, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir se mettre dans un autre mood, il va falloir faire autre chose. Et malgré tout, malgré l'habitude, parce que ça commence à faire vraiment beaucoup de bouquins qu'on lit ensemble, bah, il y a toujours cette petite appréhension d'avoir envie de bien faire les choses, quoi. D'ailleurs, je précise, le livre de la jungle, ça fait donc 9 mois qu'on l'a lu. Donc, pour le second livre de la jungle, je ne promets pas de savoir rechoper exactement les voix de tous les protagonistes. Je vais essayer, mais je vais les faire un peu instinctivement, donc je vous promets pas qu'il y ait une suite logique là-dessus pour le coup. Bref, sur ce, on va commencer la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis donc à tout à l'heure, soit pour l'outro du live je pense, soit pour une pause. Nous verrons tout à l'heure. Bref, on est parti, bonne écoute. Le second livre de la jungle, de Rudyard Kipling. Comment vainc la crainte? La mare est à sec, les ruisseaux taris, vous et moi ce soir nous sommes amis. Mufles enfiévrés et ventres poudreux, flanc contre flanc sur la berge tous deux, domptés par le même effroi dévorant, sans vouloir rêver de chasse ou de sang. L'or le d'un peu sous la biche blottie, voir de près le loup plus maigre que lui, et le grand chevreuil sans peur à compter les crocs sous lesquels son père est tombé. La berge est à sec, les étangs taris, vous et moi ce soir nous sommes amis, jusqu'à ce que ce nuage là-haut, bonne chasse à tous, délivre bientôt l'averse qui rompt la trêve de l'eau. La loi de la jungle, qui est de beaucoup la plus vieille loi du monde, a prévu presque tous les accidents qui peuvent arriver au peuple de la jungle. Et maintenant, son code est aussi parfait qu'ont pu le rendre le temps et la pratique. Si vous avez lu les autres histoires de Mowgli, vous devez vous rappeler qu'il passa une grande partie de sa vie dans le clan des loups de Sioni, apprenant la loi que lui enseignait l'ours brun Balou. C'est Balou qui lui dit, quand le garçon devint rétif au commandement, que la loi est comme la liane géante. Elle tombe sur le dos de chacun, et nul ne lui échappe. Quand tu auras vécu aussi longtemps que moi, petit frère, tu t'apercevras que toute la jungle obéit au moins à une loi, et la découverte pourra ne te plaire qu'à demi, ajouta Balou. Pareil discours entrait par une oreille et sortait par l'autre, car un garçon qui n'a dans la vie qu'à manger et à dormir ne se tourmente guère des événements, jusqu'à l'heure où il faut les regarder en face, et de près. Mais une année,
les paroles de Balou se vérifièrent, et Mowgli vit toute la jungle courbée sous une même loi. Cela commença lorsque les pluies d'hiver vinrent à manquer à peu près complètement. Saï, le porc-épic, rencontrant Mowgli dans un forêt de bambous, lui dit que les ignames sauvages se desséchaient. Tout le monde sait, il est vrai, que Saï est ridiculement difficile dans le choix de sa nourriture et ne veut rien manger que le meilleur et le plus mûr. Aussi, Mowgli se mit-il à rire, en disant « Qu'est-ce que cela me fait ?»« Pas grand-chose pour le moment, » dit Saï d'un ton inquiet, en faisant cliqueter ses piquants avec raideur. « Mais plus tard, nous verrons. Plus de plongeons alors dans le trou de roche au-dessous des roches aux abeilles, petit frère. »« Non, cette eau stupide est en train de s'en aller toute, et je n'ai pas envie de me fendre la tête, » dit Mowgli, qui se croyait sûr d'en savoir autant à lui seul que 5 autres pris au hasard dans le peuple de la jungle. « Tant pis pour toi, une petite fente pourrait-il laisser un peu de sagesse ?» Saï plongea bien vite dans le fourré pour éviter que Mowgli ne lui tirât les piquants du nez, et Mowgli alla répéter à Balou ce que lui avait dit Saï. Balou devint grave et grommela à demi en lui-même. « Si j'étais seul, je changerais sur l'heure de terrain de chasse, avant que les autres commencent seulement à réfléchir. Et pourtant, chasser parmi des étrangers, cela finit toujours par des batailles. Et puis, il pourrait faire du mal à mon petit homme. Il nous faut attendre et voir comment fleurit le moa. Ce printemps-là, le moa, cet arbre que Balou aimait tant, ne parvint pas à fleurir. Les fleurs de cire couleur crème un peu verdâtre furent tuées par la chaleur avant même de naître. À peine s'il tomba quelques rares pétales, à l'odeur fétide, quand, debout sur ses pattes de derrière, Balou se mit à secouer l'arbre. Alors, petit à petit, la chaleur que n'avaient pas tempérée les pluies s'insinua jusqu'au cœur de la jungle et la fit tourner au jaune, puis au brun, et enfin au noir. Les verdures, au flanc des ravins, furent grillées, réduites en fils de fer brisés et en pellicules racornies de végétation morte. Les mares cachées baissèrent entre leurs berges cuites qui gardaient la dernière et la moindre empreinte de pattes, comme si on l'eût moulé dans du fer. Les lianes aux tiges juteuses tombèrent des arbres qu'elles embrassaient et moururent à leurs pieds. Les bambous dépérirent, cliquetant au souffle des vents de feu, et la mousse se pela sur les rochers au profond de la jungle, jusqu'à ce qu'ils restassent nus et brûlants, comme les galets bleus qui miroitaient dans le lit du torrent. Les oiseaux et le peuple singe, dès le commencement de l'année, remontèrent vers le nord. Ils savaient bien ce qui arrivait. Le daim et les sangliers envahirent les champs dévastés des villages lointains, mourant parfois sous les yeux des hommes trop affaiblis pour les tuer. Quant à Tchil, le vautour, il resta et devint gras, car il y eut grande provision de charognes. Et chaque soir, il apportait aux bêtes trop exténuées pour se traîner jusqu'à de nouveaux terrains de chasse, la nouvelle que le soleil était en train de tuer la jungle sur 3 jours de vol dans toutes les directions. Mowgli, qui n'avait jamais compris le sens exact du mot faim, dut se rabattre sur du miel rance, vieux de 3 années, qu'il racla sur des rochers ayant servi de ruche, maintenant abandonnés. Miel aussi noir que la prunelle sauvage et couvert d'une poussière de sucre sec. Il fit aussi la chasse aux vermisseaux, qui fort profondément l'écorce des arbres, et vola aux guêpes leur jeune couvée. Tout le gibier dans la jungle n'avait plus que la peau et les os, et Bagheera pouvait bien tuer 3 fois dans la nuit pour faire à peine un bon repas. Mais le pire, c'était le manque d'eau. Si le peuple de la jungle boit rarement, il lui faut boire à sa soif. Et la chaleur continuait toujours, et pompait toute l'humidité, au point que le vaste lit de la Waingunga fut bientôt le seul courant à charrier encore un mince filet d'eau entre ses rives mortes. Et lorsque Hati, l'éléphant sauvage, qui vit 100 années et plus, aperçut une longue et maigre échine de rochers bleus qui se montrait à sec au centre même du courant, il reconnut le roc de la paix, et sur-le-champ, il leva sa trompe, et proclama la trêve de l'eau, comme son père avant lui l'avait proclamé 50 ans plus tôt. Le cerf, le sanglier et le buffle reprirent le cri d'un ton rauque, et Tchil, le vautour, volant en grand cercle, siffla au loin l'avis d'une voix stridente. De par la loi de la jungle, est puni de mort quiconque se permet de tuer aux abreuvoirs une fois la trêve de l'eau déclarée. La raison en est que la soif passe avant la faim. Chacun dans la jungle, si c'est le gibier seul qui se fait rare, s'en tire toujours tant bien que mal. Mais l'eau, c'est l'eau,
et s'il n'y a plus qu'une source de réserve, toute chasse est suspendue tant que le besoin y mène le peuple de la jungle. Dans les bonnes saisons, quand l'eau était abondante, ceux qui descendaient à la Waigunga pour boire, ou ailleurs dans le même dessein, le faisaient au péril de leur vie, et ce risque même entrait pour une grande part dans l'attrait des expéditions nocturnes. Se glisser jusqu'en bas si habilement que pas une feuille ne bouge, s'avancer dans l'eau jusqu'aux genoux sur les hauts fonds dont le grondement rapide couvre et emporte tous les bruits, boire en regardant par-dessus son épaule, chaque muscle bandé, prêt au premier bond désespéré de terreur aiguë, se rouler sur la berge sablonneuse et revenir, museau humide et ventre arrondi, à la harde qui vous admire. Tout cela, pour les jeunes daims aux cornes luisantes, était un délice, justement parce qu'à chaque minute, ils le savaient, Bagheera ou Shere Khan pouvaient sauter sur eux et les terrasser. Mais maintenant, c'en était fini de ce jeu de vie et de mort, et le peuple de la jungle se traînait affamé, harassé, jusqu'à la rivière rétrécie. Tigres, ours, cerfs, buffles et sangliers ensemble, et tous, ayant bu à l'eau bourbeuse, laissaient pendre la tête au-dessus, trop exténués pour s'éloigner. Le cerf et le sanglier avaient rôdé tout le jour, en quête de quelque chose de meilleur que de l'écorce sèche et des feuilles flétries. Les buffles n'avaient trouvé ni frondière pour s'y vautrer au frais, ni récoltes vertes à voler. Les serpents avaient quitté la jungle pour descendre à la rivière dans l'espoir d'attraper quelques grenouilles échouées. Ils se levaient autour des pierres humides et ne cherchaient pas à frapper si, par hasard, le groin d'un sanglier, en fouillant, venait à les déloger. Les tortues de rivière, depuis longtemps, avaient été tuées par Bagheera, reine des chasseurs, et les poissons s'étaient enfouis profondément dans la vase craquelée. Seul le roc de la paix reposait au milieu de la mince couche d'eau, comme un long serpent, et les petites rides, toutes lasses, sifflaient en s'évaporant sur ses flancs brûlés. C'était là que Mowgli venait la nuit chercher quelque fraîcheur et de la compagnie. Les plus affamés de ses ennemis se seraient à peine souciés du garçon maintenant. Sa peau nue le faisait paraître plus maigre et plus misérable qu'aucun de ses camarades. Sa chevelure avait tourné au blanc d'étoupe sous l'ardeur du soleil. Ses côtes ressortaient comme celles d'un panier, et les callosités de ses genoux et de ses coudes, sur lesquels il avait l'habitude de se traîner à quatre pattes, donnaient à ses membres réduits l'apparence d'herbe nouée. Mais son œil, sous la broussaille retombante de ses cheveux mêlés, restait clair et tranquille, car Bagheera, son conseil des jours difficiles, lui recommandait de remuer sans bruit, de chasser sans hâte, et de ne jamais, sous aucun prétexte, perdre son sang-froid. « C'est un mauvais moment, » dit la panthère noire, « un soir, par une chaleur de fournaise, mais il passera, pourvu que nous vivions jusqu'au bout. Ton estomac est-il garni, petit homme ? Il y a quelque chose dedans, mais cela ne me profite guère. Penses-tu, Bagheera, que les pluies nous ont oubliés et ne reviendront jamais ? Non, je ne le pense pas. Nous verrons encore fleurir le moa et les petits faons devenir gras d'herbes tendres. Descendons au roc de la paix pour savoir les nouvelles. Sur mon dos, petit frère. Ce n'est pas le moment de se charger. Je peux encore me tenir debout tout seul. Mais vraiment, nous ne sommes pas des bœufs à l'engrais, nous deux. Bagheera jeta un regard sur le pelage en loques de ses flancs poudreux et murmura. La nuit dernière, j'ai tué un bœuf sous le joug. Je me sentais si bas que je n'aurais jamais, je crois, osé sauter dessus s'il avait été détaché. Ouh ! Mowgli se mit à rire. Oui, nous sommes de jolis chasseurs à l'heure qu'il est. Je n'ai peur de rien lorsqu'il s'agit de vermisseaux. Et tous deux descendirent ensemble à travers les broussailles crépitantes jusqu'au bord de la rivière, jusqu'à la dentelle de sable qui la festonnait en tous sens. L'eau ne peut durer longtemps, dit Balou en les rejoignant. Regardez de l'autre côté. Les traces ressemblent maintenant aux routes des hommes. Sur la plaine unie du bord opposé, l'herbe de jungle drue était morte debout, et, en mourant, s'était momifiée. Les pistes battues du cerf et du sanglier, toutes convergeant à la rivière, avaient rayé cette plaine décolorée de ravins poudreux tracés à travers une herbe de 10 pieds de haut, et à cette heure matinale, chacune de ces longues avenues s'emplissait des premiers arrivants qui se hâtaient vers l'eau. On pouvait entendre les biches et leurs faons tousser dans la poussière comme dans du tabac à priser. En amont, au coude d'eau paresseuse autour du roc de la paix, se tenait le gardien de la trêve, Hati, l'éléphant sauvage avec ses fils, décharné et tout gris dans le clair de lune, se balançant de ci de là sans cesse. Un peu au-dessous de lui,
on voyait l'avant-garde des cerfs, et au-dessous encore, le sanglier et le buffle sauvage. Sur la rive opposée, où les grands arbres descendaient jusqu'au bord de l'eau, était la place réservée aux mangeurs de chair, le tigre, les loups, la panthère, l'ours et les autres. « Nous voilà, pour le coup, sous le joug d'une seule loi, » dit Bagheera. Ce disant, elle marchait dans l'eau et promenait son regard sur les lignes de cornes cliquetantes et d'yeux effarés, où le cerf et le sanglier se poussaient de côté et d'autre. Et se couchant tout de son long, un flanc hors de l'eau, elle ajouta « Bonne chasse, vous tous de mon sang !» Puis, entre ses dents, « N'était la loi, cela ferait une très, très bonne chasse. » Les oreilles vite dressées des cerfs saisirent la fin de la phrase, et un murmure de frayeur courut le long de leurs rangs. « La trêve! Rappelez-vous la trêve !»« Paix-la, paix-la !» gargouilla Hati, l'éléphant sauvage. « La trêve est déclarée, Bagheera. Ce n'est pas le moment de parler de chasse. »« Qui le saurait mieux que moi ?» répondit Bagheera en roulant ses yeux jaunes vers l'amont. « Je suis une mangeuse de tortues, une pêcheuse de grenouilles. Ngaya, je voudrais profiter en ne mâchant que des branches. »« Et nous donc, nous le souhaiterions de grand cœur !» bêla un jeune faon né ce printemps-là, seulement, et qui ne s'en louait guère. Si abattu que fut le peuple de la jungle, Hati lui-même ne put étouffer un rire, tandis que Mowgli, accoudé dans l'eau chaude, s'esclaffait en faisant sauter l'écume avec ses pieds. « Bien parlé, petite corne en bouton, » ronronna Bagheera. « Quand la trêve prendra fin, on s'en souviendra en ta faveur. » Et il darda sur lui son regard à travers l'obscurité pour être sûr de reconnaître le faon. Petit à petit, la conversation s'étendait en amont, en aval, à toutes les places où l'on buvait. On pouvait entendre le sanglier chamailleur et grognon réclamer plus d'espace. Les buffles bougonnèrent entre eux en faisant des embardées dans les bancs de sable. Les cerfs racontaient des histoires pitoyables de longues marches forcées en quête de provende. De temps en temps, ils adressaient par-dessus la rivière quelques questions aux mangeurs de chair, mais toutes les nouvelles étaient mauvaises, et le vent de jungle torride grondait parmi les roches et les branches craquetantes, laissant l'eau couverte de brindilles et de poussière. « Les hommes aussi meurent à côté de leur charrue, » dit un jeune Sambour. « J'en ai rencontré 3, entre le coucher du soleil et la nuit. Ils reposaient bien tranquilles, et leurs bœufs avec eux. Nous aussi, nous reposerons bien tranquilles dans peu de temps. »« La rivière a baissé depuis la nuit dernière, » dit Balou. « Oh, Hati, as-tu jamais vu pareille sécheresse ?»« Cela passera, » répondit Hati, en seringuant de l'eau le long de son dos et de ses flancs. « Nous en avons un ici qui ne pourra pas résister longtemps, » dit Balou, et il lança un coup d'œil sur le jeune garçon qu'il aimait. « Moi » dit Mowgli avec indignation en se mettant sur son séant dans l'eau. « Je n'ai pas de longue fourrure pour cacher mes os, mais si on t'enlevait ta peau, Balou ?» Hati frissonna de la tête aux pieds à cette idée, et Balou dit sévèrement. « Petit dame, ce n'est pas une chose convenable à dire au docteur de la loi. On ne m'a jamais en aucun temps vu sans ma peau. » « Non, je n'avais pas de mauvaises intentions, Balou. Seulement je voulais dire que tu es, pour ainsi parler, comme la noix de coco dans son écale, et que moi je suis la même noix de coco toute nue. Or, ton écale brune... » Mowgli était assis les jambes croisées, et s'expliquait en montrant du doigt les choses suivant son habitude, quand Bagheera, allongeant une patte de velours, le renversa cul par-dessus tête dans l'eau. « De mal en pis, » dit la panthère noire, tandis que le jeune garçon se relevait en crachant. D'abord, Balou est à écorcher, maintenant c'est une noix de coco. Prends garde qu'il ne fasse comme les noix de coco mûres. « Et quoi donc » demanda Mowgli, hors de garde pour l'instant, bien que ce fût là une des plus vieilles attrapes de la jungle. « Qu'il ne te casse la tête, » dit Bagheera tranquillement, en lui faisant boire un second coup. « Ce n'est pas bien de tourner ton professeur en ridicule, » dit l'ours, quand Mowgli eut fait le plongeon pour la 3e fois. « Pas bien ? Que voudriez-vous de mieux ? Cette chose nue, toujours en mouvement, prend pour but de ces singeries des gens qui furent jadis de bons chasseurs. » Pardon, je crois que je me suis trompé de personnage. Je reprends du coup ce petit dialogue. « Pas bien. Que voudriez-vous de mieux ? Cette chose nue, toujours en mouvement, prend pour but de ces singeries des gens qui furent jadis de bons chasseurs, et tire en manière de jeu les moustaches aux meilleurs d'entre nous. »
C'était Shere Khan, le tigre boiteux, qui descendait vers l'eau en clopinant. Il attendit un instant pour jouir de la sensation qu'il produisait parmi les cerfs sur la rive opposée, puis il laissa tomber sa tête carrée à fraises de fourrure et se mit à laper en grognant. « La jungle est devenue un chenil à petit tout nu. Regarde-moi, petit homme. » Mowgli regarda, fixa plutôt, aussi insolemment qu'il savait le faire, Shere Khan, qui, au bout d'une minute, se détourna d'un air gêné. « Petit homme par-ci, petit homme par-là !» gronda-t-il en se remettant à boire. « Le petit n'est ni un homme ni un petit, sans quoi il aurait eu peur. La saison prochaine, il faudra que je lui demande la permission de boire. Ah !»« Cela pourrait bien venir aussi, » dit Bagheera en le regardant droit entre les yeux. « Cela pourrait bien venir aussi, Fog, Shere Khan. Quelle nouvelle honte as-tu apportée ici ?» Le tigre boiteux avait trempé dans l'eau son menton et son jabot, et de longues traînées huileuses et noirâtres en descendaient au fil de l'eau. « C'est de l'homme, » dit Shere Khan froidement. « J'ai tué, il y a 1 heure. » Il continua de ronronner et de gronder en lui-même. La ligne des bêtes frémit et vacilla, puis un murmure s'éleva qui grandit jusqu'au cri. « L'homme! L'homme! Il a tué l'homme !» Alors tous les regards se portèrent sur Hati, l'éléphant sauvage, mais il semblait ne pas entendre. Hati ne fait jamais les choses qu'en leur temps, et c'est une des raisons pour lesquelles sa vie est si longue. Dans un pareil moment, tuer l'homme, n'y avait-il pas d'autre gibier sur pied ? Dit avec mépris Bagheera, qui sortit de l'eau souillée, en secouant les pattes l'une après l'autre à la manière des chats. J'ai tué par goût, non par besoin. Le murmure d'horreur reprit, et le petit œil blanc attentif de Hati se leva dans la direction de Shere Khan. « Par goût !» répéta Shere Khan d'une voix traînante. « Et maintenant, je viens boire et me nettoyer. Y a-t-il quelqu'un pour m'en empêcher ?» Le dos de Bagheera s'arquait déjà comme un bambou dans le grand vent, mais Hati leva sa trompe et dit tranquillement. « C'est par goût que tu as tué ?» Lorsque Hati pose une question, il vaut mieux lui répondre. « Mais oui, c'était mon droit et ma nuit. Tu sais, oh Hati. » Le ton de Shere Khan était devenu presque courtois. « Oui, je sais, » répliqua Hati, et après un court silence. « As-tu bu tout ton saoul ?»« Pour cette nuit, oui. »« Va-t'en alors, la rivière est là pour y boire et non pour la salir. Nul que le tigre boiteux ne se serait vanté de son droit dans un temps pareil, lorsque nous souffrons ensemble, hommes et peuple de la jungle, pareillement. Propre ou non, retourne à ton gîte, Shere Khan. » Les derniers mots sonnèrent comme des trompettes d'argent, et les 3 fils de Hati roulèrent en avant d'un demi-pas, bien qu'il n'y en eût pas besoin. Shere Khan s'esquiva, sans même oser grogner, car il savait ce que chacun sait, qu'en dernier ressort, Hati est le maître de la jungle. « Quel est ce droit dont parle Shere Khan ?» chuchota Mowgli dans l'oreille de Bagheera. « Tuer l'homme est toujours, en tout temps, une honte. La loi le dit. Et pourtant, Hati avoue. » « Demande-le lui. »« Je ne sais pas, petit frère. Droit ou pas, si Hati n'avait parlé, j'aurais donné à ce boucher boiteux la leçon qu'il mérite. Venir au roc de la paix, tout frais encore du meurtre d'un homme, et s'en vanter. C'est le fait d'un chacal. En outre, il a souillé la bonne eau. » Mowgli attendit une minute pour prendre courage, car personne ne se souciait de s'adresser directement à Hati. Puis il cria. « Quel est ce droit de Shere Khan, ô Hati ?» Les 2 rives firent écho à sa demande, car tout le peuple de la jungle est singulièrement curieux. Et il venait d'assister à quelque chose que personne, sauf Baloo, qui paraissait très pensif, ne semblait comprendre. « C'est une vieille histoire, » dit Hati, « une histoire plus vieille que la jungle. Gardez le silence le long des rives et je vais vous la conter. » Il y eut une minute ou deux de poussées et d'épaulées parmi les sangliers et les buffles, puis les chefs des troupeaux grognèrent l'un après l'autre. « Nous attendons !» Et Hati s'avança dans la rivière à grandes enjambées, jusqu'à ce que l'eau touchât presque ses genoux devant le roc de la paix. Quelque maigre et ridé qu'il fût, avec des défenses jaunies, il paraissait bien ce pourquoi le tenait la jungle, leur maître à tous. « Vous savez, enfants, commença-t-il, que de tous les êtres le plus à craindre pour vous, c'est l'homme. » Il y eut un murmure d'assentiment. « Cette histoire te concerne, petit frère, » dit Bagheera à Mowgli. «
Moi? Je suis du clan, chasseur du peuple libre, répondit Mowgli. Qu'ai-je à faire avec l'homme? Et vous ne savez pas pourquoi vous craignez l'homme, continua Hati. En voici la raison. Au commencement de la jungle, et nul ne sait quand cela a été, nous autres de la jungle marchions de compagnie, sans aucune crainte l'un de l'autre. En ce temps-là, il n'y avait pas de sécheresse et feuilles, fleurs et fruits poussés sur le même arbre, et nous ne mangions absolument rien autre que des feuilles, des fleurs, de l'herbe, des fruits et de l'écorce. Je suis bien contente de ne pas être née dans ce temps-là, dit Bagheera. L'écorce n'est bonne qu'à se faire les griffes. Et le seigneur de la jungle était Ta, le premier éléphant. Il tira la jungle des eaux profondes à l'aide de sa trompe, et où ses défenses creusaient des sillons dans le sol, les rivières se mettaient à couler. Où il frappait du pied, naissaient aussitôt des étangs d'eau excellente, et quand il soufflait à travers sa trompe comme ceci, les arbres tombaient. C'est ainsi que la jungle fut créée par Ta, et c'est ainsi que l'histoire m'a été racontée. Elle n'a pas maigri depuis, chuchota Bagheera, et Mowgli se mit à rire derrière sa main. En ce temps-là, il n'y avait ni blé, ni melon, ni poivre, ni cannes à sucre. Il n'y avait pas non plus de petites huttes comme vous en avez tous vu, et le peuple de la jungle ne connaissait rien de l'homme, et vivait en commun dans la jungle, ne formant qu'un seul peuple. Mais bientôt, on commença à se quereller à propos de nourriture, bien qu'il y eût pour tous des pâturages en suffisance. On était paresseux. Chacun désirait manger où il était couché, comme parfois il nous arrive de le faire quand les pluies du printemps sont bonnes. Ta, le premier éléphant, était occupé à créer de nouvelles jungles et à conduire les rivières dans leur lit. Il ne pouvait aller partout. Aussi fit-il du premier tigre le maître et le juge de la jungle, à qui le peuple de la jungle devait soumettre ses querelles. En ce temps-là, le premier tigre mangeait des fruits et de l'herbe avec tout le monde. Il était aussi grand que je le suis, et très beau, tout entier de la même couleur que la fleur de liane jaune. Il n'y avait sur sa peau ni taches ni rayures en ces jours heureux où la jungle était neuve. Tout le peuple de la jungle venait à lui sans crainte, et sa parole servait de loi. Nous ne formions alors, rappelez-vous, qu'un seul peuple. Cependant, une nuit, deux chevreuils se prirent de querelle, une querelle à propos de package, comme vous en videz maintenant à coups de tête et à coups de pied, et pendant que les deux adversaires s'expliquaient devant le premier tigre couché parmi les fleurs, on raconte qu'un des chevreuils le poussa de ses cornes. Et le premier tigre, oubliant qu'il était le maître et le juge de la jungle, sauta sur le chevreuil et lui brisa le cou. Jusqu'à cette nuit-là, jamais personne de nous n'était mort. Aussi le premier tigre, voyant ce qu'il avait fait, et affolé par l'odeur du sang, se réfugia dans les marais du nord, et nous autres de la jungle, restés sans juge, nous tombâmes en de continuelles batailles. Ta en entendit le bruit et revint. Et les uns lui dirent une chose, les autres une autre. Mais il aperçut le chevreuil mort parmi les fleurs, et demanda qui avait tué. Personne ne voulait le lui dire, parce que l'odeur du sang les avait tous affolés, absolument comme cette même odeur nous affole aujourd'hui. Ils couraient de tous côtés en cercle, cabriolant, criant et secouant la tête. Alors, Ta, parlant aux arbres à branches basses et aux lianes traînantes de la jungle, leur commanda de marquer le meurtrier du chevreuil, afin qu'il pût le reconnaître, et il s'écria « Qui sera maintenant le maître du peuple de la jungle ?» Et le singe gris qui vit dans les branches sauta et dit « C'est moi qui serai dorénavant le maître de la jungle !» Et Ta se mit à rire et dit « Qu'il en soit ainsi !» Puis il s'en alla très irrité. Enfant, vous connaissez le singe gris. Il était alors ce qu'il est maintenant. Il commença par se composer une figure de sage, mais au bout d'un instant il se mit à se gratter et à sauter de haut en bas et de bas en haut, et lorsque Ta revint, il trouva le singe gris pendu, la tête en bas, à une grosse branche, faisant des grimaces à ceux qui se tenaient au-dessous, et eux lui rendaient ces grimaces. Et ainsi, il n'y avait plus de loi dans la jungle, plus rien que bavardage ridicule et vaines paroles. Là-dessus, Ta nous appela tous autour de lui et nous dit « Le premier de vos maîtres a introduit la mort dans la jungle, et le second la honte. Il est temps d'avoir enfin une loi, et une loi que vous ne puissiez pas enfreindre. Dorénavant, vous connaîtrez la crainte, et quand vous l'aurez trouvée, vous saurez quel est votre maître, et le reste suivra. » Alors nous autres de la jungle nous demandâmes « Qu'est-ce que la crainte ?» Et Ta répondit « Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez. » Et c'est ainsi que nous allions du haut en bas de la jungle, cherchant la crainte,
quand tout à coup les buffles... Aïe, dit Misa, le chef des buffles sans bouger du banc de sable où il se tenait. Oui, Misa, ce furent les buffles. Ils venaient apporter la nouvelle que, dans une grotte de la jungle, était assise la Crainte, qu'elle n'avait pas de poils, et qu'elle marchait sur ses jambes de derrière. Alors, nous tous de la jungle suivîmes le troupeau jusqu'à la grotte, et à l'entrée de cette grotte se tenait la Crainte. Et elle était sans poils, comme les buffles nous l'avaient dit, et marchait sur ses jambes de derrière. En nous voyant, elle poussa un cri, et sa voix nous remplit de cette crainte que nous connaissons maintenant, et nous nous enfuîmes, en nous piétinant les uns les autres, et nous entre-déchirant, parce que nous avions peur. Cette nuit-là, m'a-t-on dit, nous autres de la jungle ne reposâmes pas ensemble, comme c'était notre coutume, mais chaque tribu se retira de son côté, le sanglier avec le sanglier, le cerf avec le cerf, corne à corne, sabot contre sabot, chacun avec les siens, et ainsi, tout frissonnant, se coucha-t-on dans la jungle. Seul le premier tigre n'était pas avec nous, car il se cachait encore dans les marais du nord, et lorsqu'on lui parla de la chose que nous avions vue dans la grotte, il dit « J'irai trouver cette chose, et je lui romprai le cou. » Ainsi courut-il toute la nuit, jusqu'à ce qu'il arrivât devant la grotte. Mais à son passage, les arbres et les lianes, se soulevant de l'ordre qu'il avait reçu de Ta, abaissaient leurs branches et le marquaient, tandis qu'ils couraient traîner leurs doigts sur son dos, ses flancs, son front et son jabot. Partout où il le touchait, une marque et une rayure restaient sur sa peau jaune. Et ce sont ces rayures que portent ses enfants aujourd'hui. Lorsqu'il arriva devant la grotte, la Crainte, l'être sans poil, tendit vers lui son bras et l'appela « l'oreiller qui vient de la nuit ». Et le premier tigre, ayant peur de l'être sans poil, se sauva vers les marais en rugissant. Ici, Mowgli se mit à rire tranquillement, le menton dans l'eau. Et il hurlait si haut que Ta l'entendit, et dit « Quel malheur est-il arrivé ?» Le premier tigre, levant son mufle vers le ciel nouvellement créé, si vieux maintenant, s'écria « Rends-moi mon pouvoir, ô Ta, je suis humilié devant toute la jungle, et j'ai fui un être sans poil qui m'a donné un nom déshonorant. »« Et pourquoi ?» dit Ta. « Parce que je suis souillé de la boue des marais, » dit le premier tigre. « Baigne-toi alors et roule-toi dans l'herbe humide, et si c'est de la boue, l'eau la lavera sûrement, » dit Ta. Et le premier tigre se baigna, se roula encore, jusqu'à ce que la jungle tourna devant ses yeux, mais pas une seule petite raie sur sa peau n'était partie. Et Ta, qui le surveillait, se mit à rire. Alors le premier tigre dit « Qu'ai-je donc fait pour que semblable chose m'arrive ?» Ta lui répondit « Tu as tué le chevreuil et tu as lâché la mort à travers la jungle, et avec la mort est venue la crainte, de telle sorte que maintenant chez le peuple de la jungle, on a peur les uns des autres, comme tu as peur de l'être sans poil. » Le premier tigre dit « Ils n'auront pas peur de moi, puisque je les connais depuis le commencement. » Ta répondit « Va voir. » Et le premier tigre courut çà et là, appelant à voix haute le cerf, le sanglier, le sambur, le porc-épic, tout le peuple de la jungle. Mais tous, ils se sauvaient de lui, qui avait été leur juge, parce qu'ils avaient peur. Alors le premier tigre revint, son orgueil brisé en lui-même, se frappant la tête contre le sol. Il déchira la terre avec ses griffes et dit « Souviens-toi que j'ai été le maître de la jungle. Ne m'oublie pas, ô Ta, que mes descendants se rappellent que je fus jadis sans reproche et sans peur. » Et Ta lui répondit « Pour cela j'y consens, parce que toi et moi, tous deux, avons vu naître la jungle. Une nuit chaque année, il en sera comme avant que le chevreuil fut tué. Il en sera ainsi pour toi et tes descendants. En cette nuit unique, si vous rencontrez l'être sans poil, et son nom est l'homme, vous n'aurez pas peur de lui, et il aura peur de vous, comme si vous étiez les juges de la jungle et les maîtres de toutes choses. Use de miséricorde envers lui en cette nuit où il aura peur, car tu sais maintenant ce que c'est que la crainte. » Alors le premier tigre répondit « Je suis content. » Mais la première fois qu'il alla boire, il vit les raies noires sur ses flancs et ses côtes. Il se souvint du nom que lui avait donné l'être sans poil, et il fut plein de colère. Pendant une année, il vécut dans les marais, attendant que Ta remplît sa promesse. Et, un soir que le chacal de la lune, l'étoile du berger, se dégageait de la jungle, il sentit que sa nuit était venue, et il se rendit à la grotte pour rencontrer l'être sans poil. Alors arriva ce que Ta avait promis.
L'être sans poil tomba devant lui et resta étendu sur le sol. Mais le premier tigre le frappa et lui brisa les reins. Il pensait qu'il n'y avait dans toute la jungle qu'un seul être semblable et qu'il avait tué la crainte. Et tandis qu'il flairait sa victime, il entendit Tas descendre des forêts du nord, et tout à coup la voix du premier éléphant, la même voix que nous entendons là. Le tonnerre, en effet, roulait à travers les ravins à sec des collines balafrées, mais il n'apportait pas la pluie, rien que des éclairs de chaleur qui vacillaient derrière les cimes. Et Hati continua. Voilà bien la voix qu'il entendit, et elle disait « Est-ce là ta miséricorde ?» Le premier tigre se lécha les lèvres et répondit « Qu'importe, j'ai tué la crainte !» Et Tas s'écria « Ô aveugle et insensé, tu as délié les pieds à la mort, et elle va te suivre à la piste jusqu'à ce que tu meures. Toi-même tu as appris à l'homme à tuer. » Le premier tigre, la patte d'aplomb sur sa proie, dit « Il est maintenant comme le chevreuil. La crainte n'existe plus. Je serai encore une fois le juge des peuples de la jungle. » Et Tas lui répondit « Jamais plus les peuples de la jungle ne viendront vers toi. Ils éviteront de croiser ta piste, et de dormir dans ton voisinage, et de marcher sur tes pas, et de brouter près de ton repère. Seule la crainte te suivra, et par des coups que tu ne peux prévoir, te tiendra à sa merci. Elle forcera le sol à s'ouvrir sous tes pas, et la liane à se tordre à ton cou, et les troncs d'arbres à monter en cercle autour de toi, plus haut que tu ne peux sauter. Et à la fin, elle prendra ta peau pour en envelopper ses petits lorsqu'ils auront froid. Tu t'es montré sans pitié pour elle, elle se montrera sans pitié pour toi. » Le premier tigre était plein de hardiesse, car sa nuit durait encore, et il dit « La promesse de Tas est la promesse de Tas, il ne me reprendra pas ma nuit. » Tas lui répondit « Ta nuit t'appartenait, comme j'ai dit... ta nuit t'appartient, comme j'ai dit, mais il est des choses qui se paient. Tu as appris à l'homme à tuer, et c'est un élève prompt à comprendre. Il est sous mon pied, les reins brisés, déclara le premier tigre. Fais savoir à la jungle que j'ai tué la crainte. Alors Tas se mit à rire. Pour un que tu as sauvé, il en reste beaucoup, mais va toi-même le dire à la jungle, car ta nuit est finie. C'est ainsi que le jour arriva, et de la grotte, en effet, sortit un autre être sans poil. Il vit le mort dans le sentier, et le premier tigre dessus. Il prit un bâton pointu. Il lance maintenant une chose qui coupe, dit Saï, en descendant la berge avec un cliquetis, car Saï était considéré par les Gonds comme un mets particulièrement exquis. Il l'appelle Oigou, et il savait quelque chose de la méchante petite hache gondienne qui danse à travers une clairière comme la libellule. C'était un bâton pointu, comme ceux qu'ils plantent au fond des trappes, dit Hati, et en le lançant, il atteignit le premier tigre au flanc, profondément. Ainsi, tout se passa comme Tas l'avait dit, car le premier tigre courut du haut en bas de la jungle, en hurlant, jusqu'à ce qu'il eût arraché le bâton, et toute la jungle sut que l'être sans poil pouvait frapper de loin, et plus que jamais, ils le craignirent. Voilà comment il advint que le premier tigre apprit à tuer à l'être sans poil, et vous savez quel mal il en est résulté depuis pour notre peuple, à tuer au moyen de nœuds coulants, de trappes, de pièges, de bâtons volants, de cette mouche piquante qui sort d'une fumée blanche. Hati voulait dire la balle de fusil. Et de la fleur rouge qui nous chasse dans les plaines. Cependant, une nuit chaque année, suivant la promesse de Tas, l'être sans poil a peur du tigre, et jamais le tigre ne lui a donné sujet de se rassurer. N'importe où il le trouve, il le tue sur place, se rappelant la honte du premier tigre. Le reste du temps, la crainte arpente du haut en bas de la jungle jour et nuit. « Aïe aïe !» dirent les cerfs, en pensant à tout ce que cela signifiait pour eux. Et c'est seulement lorsqu'une même grande crainte pèse sur tous, comme en ce moment, que nous pouvons, nous autres de la jungle, mettre de côté nos petites craintes et nous réunir dans le même lieu, comme nous faisons maintenant. « L'homme ne craint-il le tigre qu'une seule nuit, vraiment ?» demanda Mowgli. « Une seule nuit, » répliqua Hati. « Mais toute la jungle sait que Shere Khan tue l'homme 2 et 3 fois par lune. »« Oui, mais alors il le surprend, par derrière, et tourne la tête de côté en le frappant, car il est plein de crainte. Si l'homme le regardait, il prendrait la fuite. Lors de sa nuit, au contraire, il descend ouvertement au village. Il marche entre les maisons et passe sa tête par les portes. Et les hommes tombent la face contre terre. Et il tue. Il tue une seule fois cette nuit-là. »« Oh !» se dit Mowgli en roulant sur lui-même dans l'eau. «
Maintenant je vois pourquoi Shere Khan m'a invité à le regarder. Cela ne lui a pas profité, car il n'a pas pu maintenir son regard. Et moi, certes, je ne suis pas tombé à ses pieds. Mais aussi je ne suis pas un homme, étant du peuple libre. Fit Bagheera du plus profond de sa gorge fourrée. Est-ce que le tigre sait quelle est sa nuit? Pas avant que le chacal de la lune sorte des brouillards du soir. Parfois elle tombe pendant les sécheresses d'été, parfois au temps des pluies. Cette nuit unique du tigre. Mais sans le premier tigre, tout cela ne serait jamais arrivé, et aucun de nous n'aurait connu la crainte. Les cerfs gémirent avec tristesse, et les lèvres de Bagheera se plissèrent en un mauvais rictus. Les hommes connaissent-ils cette histoire? Dit-elle. Personne ne la connaît sauf les tigres et nous les éléphants, les enfants de Ta. Maintenant vous l'avez entendu, vous tous au bord de la rivière. J'ai dit. Hati plongea sa trompe dans l'eau, pour signifier qu'il ne voulait plus parler. Mais, dit Mowgli, en se tournant du côté de Baloo. Pourquoi le premier tigre ne continua-t-il pas à se nourrir d'herbes, de feuilles et d'arbustes? Il ne fit que rompre le cou au chevreuil, il ne le mangea pas. Qu'est-ce qui l'amena donc à goûter à la chair fraîche? Les arbres et les lianes l'avaient marqué, petit frère, et avaient fait de lui la bête rayée que nous voyons. Jamais plus il ne voulut manger de leurs fruits, mais à partir de ce jour il se vengea sur le cerf et les autres, les mangeurs d'herbes, dit Baloo. Alors toi tu connais l'histoire, hein? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dite? Parce que la jungle est pleine de ces histoires-là. Si j'avais commencé, je n'en aurais jamais fini. Lâche mon oreille, petit frère. La loi de la jungle. Rien que pour vous donner une idée de l'immense variété de la loi de la jungle, j'ai traduit en vers, Baloo les chantonnait toujours sur une sorte de cadence, quelques-unes des lois qui s'appliquent au loup. Il y en a, cela va sans dire, des centaines de plus, mais celles-ci serviront d'échantillon pour les règles les plus simples. Voici la loi de la jungle, le ciel a son âge et mieux serait mentir. Le loup qui la garde peut prospérer, mais le loup qui l'enfreint doit mourir. Comme la liane autour du tronc, la loi passe derrière et devant, car la force du clan c'est le loup, et la force du loup c'est le clan. Chaque jour, de la queue au museau, lave-toi, bois bien, sans trop t'emplir. Rappelle-toi la nuit à chasser, et n'oublie pas le jour à dormir. Le chacal suit le tigre, mais toi, louveteau, tes moustaches poussées. Souviens-toi, un loup est un chasseur, va chercher ta part sur tes brisées. Demeure en paix avec les seigneurs de la jungle, tigre, ours ou panthère. Ne trouble point Hati le muet, ni dans sa bauge le solitaire. Si clan croise clan dans la jungle, et si nul ne cède le pas, va t'asseoir, jusqu'à ce que les chefs aient parlé, souvent mot courtois peut prévaloir. Lorsque tu combats un loup de clan, provoque-le tout seul à l'écart, afin que le clan ne souffre point si quelque autre à ta guerre prend part. Le gîte du loup est son refuge, et dès qu'il le choisit pour son antre, le conseil lui-même n'y vient plus, ni le chef du clan lui-même n'entre. Le gîte du loup est son abri, mais si la place en est exposée, le conseil enverra son message afin qu'il change de reposer. Si tu portes bas avant minuit, silence, et n'éveille pas le bois, de peur que ton frère rentre à vide et que le daim fuie à tes abois. Pour toi, ta louve et tes petits, tue au gré de ta force et de ta faim, mais tu ne tueras rien pour le plaisir, et cette fois, l'homme jamais. Si tu prends ta proie à moins hardi, sois sobre en l'orgueil de ta conquête. Le plus humble a place au droit du clan, laisse-lui la dépouille et la tête. Gibier du clan, curé au clan. Donc faites-la sur la place et sur l'heure, et nul n'emporte de ce gibier à son propre gîte, ou bien qu'il meure. Gibier du loup, curé au loup, donc qu'il la répartisse à son loisir, mais le clan n'y pourra point toucher que le loup nédit, c'est mon plaisir. Droit de louvard au petit de l'an, à chaque loup du clan il pourra requérir sa part. Chasseur repu jamais ne la lui refusera. Droit de lito revient à la mère. Au loup de même âge, elle pourra demander un cuisseau par curé, et nul ne le lui refusera. Droit de gîte appartient au père. Droit de chasser seul et pour les siens, ne relevant plus que du conseil envers le clan libre de tous les liens. Envers le clan libre de tout lien. À cause de son âge et de sa ruse, à cause de sa griffe et son poids, en tout ce que la loi ne dit point, la parole du chef est la loi. Or, telles sont les lois de la jungle, innombrables, nul n'y peut faillir, mais tête, sabots, hanches et bosses, la loi c'est toujours obéir.
Et c'est la fin de la nouvelle « Comment vint la crainte ?» Nous marquons une pause. Et j'espère que vous avez apprécié ce début de live, tout simplement. Et ce début de nouvelles lectures, puisque ce soir, comme je le disais, c'est notre premier live sur le second livre de la jungle. Et personnellement, ça me rappelle beaucoup le premier, tout simplement. Et c'est une bonne nouvelle, a priori, puisque le livre de la jungle, je l'avais beaucoup apprécié. C'était vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. Et c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et là, je trouve qu'on retrouve exactement le même style. J'avoue ne pas savoir quand est-ce que Rudyard Kipling l'a écrit, s'il l'a vraiment écrit dans la foulée ou beaucoup plus tard, etc. Mais je trouve qu'on retrouve vraiment sa patte et que du coup, ça fait une suite parfaite au premier livre de la jungle. Et du coup, pour parler plus précisément de la nouvelle qu'on vient de lire, Comment vint la crainte, je la trouve particulièrement réussie, tout simplement parce qu'elle présente plein de personnages et qu'ils ont tous un intérêt, ils sont tous caractérisés. C'est quelque chose que j'aime bien en général dans le fait de faire parler les animaux dans des œuvres littéraires. C'est que du coup, en général, ils sont très caractérisés et ils représentent une grande valeur ou une grande ils ont un trait de personnalité très marqué en général et je trouve que ça rend les choses intéressantes pour ce qui est de la forme du conte, plus ou moins. On pourrait dire que ça s'apparente au conte, le livre de la jungle. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et aussi pour faire des images et tout simplement des métaphores intéressantes. Par exemple, avec l'idée que le tigre se serait octroyé un droit spécifique par la force, mais que, en même temps, ce droit, bien qu'il soit respecté comme si on respectait les anciens et les traditions des anciens, etc., malgré tout, a amené une modification complète de la société de la jungle. Enfin, en fait, là, on vient limite d'assister à l'histoire du début du peuple de la jungle. Et j'ai trouvé ça fort intéressant, personnellement. J'ai beaucoup aimé, notamment, le moment... Alors, c'était où? Ting, tatoum. Il y avait un moment particulièrement stylé, je trouve, où on nous disait que d'abord... Enfin, attendez, je vais essayer de retrouver, parce que c'était vraiment cool. La li la la, la li la la. Mince, j'aurais dû le garder bien écrit. Voilà. Le premier de vos maîtres a introduit la mort dans la jungle, et le second la honte. Puis après, en gros, il dit qu'ensuite est venue la crainte. Et je trouve ça vachement fort de dire qu'il y a, entre guillemets, cette iridité, entre guillemets, en mode, voilà, il y a... Vous avez laissé vos dirigeants, ou plutôt, il y a un peu un message comme ça, je trouve. En mode, vos dirigeants ont fait telle faute, ils ont amené la mort, ils ont amené la honte, ils ont amené la crainte, et maintenant c'est comme un nouveau paradigme dans notre société. C'est comme un nouvel échelon, enfin c'est pas le mot que je cherche, mais un nouvel engrenage de notre système avec lequel il faut faire. Et un peu ce délire de, il y a vraiment une filiation, entre guillemets, des solutions aussi, mais surtout des grands problèmes entre guillemets, de l'humanité. Parce que là je dis de l'humanité, mais c'est entre les peuples de la jungle qui sont tous des animaux, mais bref, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que même moralement, ça dit pas mal de choses vachement intéressantes dans cette nouvelle. Et du coup, bonsoir Agis, ça fait très longtemps qu'on se n'était pas croisés. Et merci de le demander, je vais très bien, et toi comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te revoir, bienvenue.
Par contre, a priori, il n'y a pas de décalage son vidéo. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc si tu en as un, je suis désolé. Mais ouais, a priori, moi j'ai rien de tout cela. Ce qui m'embête un petit peu si tu as ça du coup. Je vais changer le titre du live. Pour être franc, j'ai eu l'impression de pas très bien lire par contre pour le coup. Malgré tout, et j'ai même hésité du coup à cause de ça à ne faire qu'une nouvelle ce soir en me disant bah ça sert à rien, je lis mal, ça sert à rien. Mais là je suis motivé à découvrir un peu davantage. Surtout que le live est vraiment court pour le moment. Donc peut-être exceptionnellement, je sais pas, on verra. En tout cas, nous allons enchaîner avec une seconde nouvelle ce soir qui se nomme Le miracle de Purun Bhagat. D'ailleurs, autre chose que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, quand on voit le livre de la jungle de Disney, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est Mowgli qu'on va voir tout le temps, quoi. Et moi, j'aime beaucoup le fait que Mowgli soit un élément important et atypique du peuple de la jungle, parce que bah, c'est le seul homme, mais qu'en même temps, tout ne soit pas tourné autour de lui. Là, bah, dans la nouvelle qu'on vient de lire, il y a autant de temps de parole à Bagheera, à Baloo, et même davantage à Hati qu'à Mowgli. Et je trouve ça vachement cool que tous les personnages soient à peu près sur un pied d'égalité, même en temps de parole. Et qu'est-ce que j'allais dire également ? Et oui, également, donc, comme dans le premier, entre guillemets, livre de la jungle, il y a des nouvelles qui sont en rapport à Mowgli et d'autres non. Et le miracle de Purun Bhagat, de ce que j'avais vu sur internet, n'est pas en lien à Mowgli. Donc là, la nouvelle qui suit n'aura aucun lien à Mowgli, a priori. D'ailleurs, c'est marrant aussi, je repense à ça vite fait, c'est marrant aussi de voir que les nouvelles, pour le coup, comme je le disais plus tôt, bah, comme je le disais dans l'intro, peuvent limite être lues dans n'importe quel ordre, puisque la chronologie n'a pas l'influence. C'est un petit peu des chroniques de l'histoire de la jungle, et enfin du peuple de la jungle, de la loi de la jungle, etc. Et là, par exemple, on a le personnage de Shere Khan. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le premier live, mais vous savez que chronologiquement, c'est un peu étrange. Quoique, il s'appelle le boiteux, donc bon. Enfin bon, bref. Tu te juges trop sévèrement, ta lecture était très bien. Bah, merci, mais ouais, moi j'ai eu l'impression d'un peu galérer, personnellement. Agis. Bref, en tout cas, juste de passage pour un petit encouragement pour tes lives de lecture, toujours à les suivre sur YouTube. Ah, merci Agis, ça me fait extrêmement plaisir. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je disais en introduction du live, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne il y a de cela quelques jours, et c'est grâce à des gens comme toi, Agis, donc un énorme merci pour tes encouragements, ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, les gens, vous me faites tellement plaisir, c'est tout con, hein, mais ne serait-ce... bon, ça, j'avoue que je fais pas hyper gaffe, parce que je fais pas trop gaffe aux chiffres, mais ne serait-ce que lorsque vous mettez un j'aime sur une vidéo YouTube, ça me fait déjà méga plaisir, et lorsque vous laissez un commentaire, même pour pas dire grand-chose, mais juste pour vous dire que l'histoire vous a plu, ou même donner comment dire, donner votre ressenti sur l'histoire, ou sur la lecture, etc., ou juste faire une remarque, ou quoi que ce soit, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Bref, surtout que vous êtes souvent très motivant à me laisser justement des encouragements, des compliments, etc. Donc, merci mes seigneurs, je vous en suis gré. Je vais regarder combien de pages dure la prochaine nouvelle. D'ailleurs, vous avez remarqué, comme dans le premier livre de la jungle, toutes les nouvelles commencent et finissent par une sorte de chanson, une sorte de poème, etc., etc., qui semble, a priori d'ailleurs, bien souvent n'avoir aucun lien à la nouvelle, je trouve. Donc là on est page 31, et là on est page 54, ok. Bon, bah ça devrait aller relativement vite. Je pense que le live durera moins de 2 heures, largement même, je pense. Bref, sur ce, je vais reprendre la lecture sans plus attendre, les amis. Mais dis donc, j'ai chaud. Hop. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne écoute.
Si tu restes avec nous jusqu'à la fin du live, je te souhaite une bonne écoute, Agis. Sinon, merci d'être passé, ça me fait extrêmement plaisir. Et je te dis à la prochaine, et je te souhaite de bonne écoute pour les rediffusions sur YouTube que tu pourras suivre. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro du live. Le miracle de Purun Bhagat. Quand nous avons senti la terre s'ébranler, nous vînmes doucement le prendre et l'emmener, parce que nous l'aimions de cet amour si tendre, de cet amour qui sait mais ne peut pas comprendre. Et quand le flanc du mont se fendit en tonnant, et quand déluge noir croula le firmament, nous l'avons sauvé, nous, le peuple des petits, mais jamais plus, hélas, ne viendra notre ami. Et maintenant pleurez, nous l'avions sauvé pour ce que peuvent donner les bêtes d'humble amour. Pleurez, car notre ami ne se réveille pas, et ses frères demain nous chasseront là-bas. Chant funèbre des Langures. Il y avait une fois dans l'Inde un homme qui était premier ministre d'un des États indigènes semi-indépendants du Nord-Ouest. Il était brahmane, et de caste si élevée que le mot caste avait cessé d'avoir pour lui une signification particulière. Son père avait été fonctionnaire d'importance parmi les oripeaux et les galas surannés d'une cour hindoue d'Ancien Régime. Mais en grandissant, Purun Das s'aperçut d'un changement dans le vieil ordre des choses, et que si un homme tenait à son avancement, il lui fallait d'abord se mettre en bon terme avec les Anglais et imiter tout ce que les Anglais trouvaient bien. Or, il faut en même temps qu'un fonctionnaire indigène conserve la faveur de son propre maître. C'était là une partie difficile, mais le jeune brahmane, sans zèle et sans bruit, avec l'aide d'une bonne éducation anglaise reçue à l'université de Bombay, la joua prudemment, et s'éleva par degrés jusqu'au rang de premier ministre du royaume. C'est-à-dire qu'il exerçait plus de pouvoir effectif que son propre maître, le Maharaja. Lorsque le vieux roi, qui se méfiait des Anglais, de leur chemin de fer et de leur télégraphe, vint à mourir, Purun Das resta en faveur auprès du jeune héritier qui avait eu un Anglais pour précepteur. Et tous deux ensemble, quoiqu'il eût toujours soin d'en laisser le crédit à son maître, ils édifièrent des écoles pour petites filles, construisirent des routes, prirent l'initiative de dispensaires publics et d'expositions agricoles, publièrent annuellement un livre bleu sur le progrès moral et matériel de l'État, de sorte que le Foreign Office et le gouvernement de l'Inde étaient enchantés. Très peu d'États indigènes adoptent sans réserve le progrès anglais, car ils ne veulent pas croire, comme Purun Das montrait qu'il le faisait, qu'une chose bonne pour un Anglais doit l'être 2 fois autant pour un Asiatique. Le Premier ministre devint l'ami très honoré de vice-rois, de gouverneurs, de lieutenants-gouverneurs, de chargés de missions médicales, de missionnaires ordinaires et d'intrépides officiers de cavalerie anglaise qui venaient chasser dans les réserves de l'État, aussi bien que de hordes entières de ces touristes qui voyagent du nord au sud de l'Inde pendant la saison froide, montrant ainsi comment on devait savoir ménager les choses. Pendant ses loisirs, il fondait les bourses pour l'étude de la médecine et de l'industrie, sur un pied strictement anglais, et il écrivait au Pioneer, le plus grand quotidien de l'Inde, des lettres où il expliquait les vues et intentions de son maître. Enfin, il alla visiter l'Angleterre et dut payer aux prêtres d'énormes sommes à son retour, car un brahmane, même d'aussi haute caste que Purun Das, perd sa caste lorsqu'il traverse l'eau noire. À Londres, il rencontra et s'entretint avec tout ce qui vaut la peine d'être connu, des hommes dont les noms font le tour du monde, et vit encore plus de choses qu'il n'en répéta. De doctes universités lui décernèrent leur diplôme. Il prononça des discours et parla de réformes hindoues à des dames en robe du soir, jusqu'à ce que tout Londres n'eût qu'un cri. « C'est le convive le plus séduisant qu'on ait jamais rencontré à dîner depuis la première table mise. » Quand il retourna dans l'Inde, ce fut un rayonnement de gloire, car le vice-roi lui-même vint tout exprès conférer au Maharaja la grande croix de l'étoile des Indes, éclatante de diamants, de rubans et d'émaux. Et au cours de la même cérémonie, tandis que le canon tonnait, Purun Das fut fait commandeur de l'ordre de l'Empire des Indes, de telle sorte que son nom devint Sir Purun Das, K-C-I-E, Knight Commander of the Indian Empire, chevalier commandeur de l'Empire des Indes. Ce soir-là, au dîner qui eut lieu sous la grande tente vice-royale, il se leva, la plaque et le collier de l'ordre sur la poitrine, et répondant au toast où avait été portée la santé de son maître,
tourna un speech tel que peu d'Anglais auraient pu mieux faire. Le mois suivant, la cité retombée à son silence de fournaise, il fit une chose à laquelle aucun Anglais n'eût songé à sa place. En tant que le monde put en juger, il mourut. Le mois suivant, la cité retombée à son silence de fournaise. Il fit une chose à laquelle aucun Anglais n'eût songé à sa place. En tant que le monde put en juger, il mourut. Les précieux insignes de son ordre retournèrent au gouvernement de l'Inde, la charge des affaires fut confiée à un nouveau Premier ministre, et une grande partie de chasse au poste s'organisa dans tous les emplois subalternes. Les prêtres savaient ce qui était arrivé, et le peuple devinait. Mais l'Inde est le seul pays du monde où un homme puisse faire ce qui lui plaît sans que personne demande pourquoi. Et le fait que Dewan Sir Purundas CIA, excusez-moi, je vais juste le dire en français, c'est plus facile, KCIE, avait abandonné son poste, palais et pouvoir pour l'écuelle du mendiant et la robe couleur d'ocre d'un sunnyasi ou saint homme, ne fut en rien considéré comme extraordinaire. Selon que le recommande l'ancienne loi, il avait traversé 20 ans de jeunesse, 20 ans de combat, bien qu'il n'eût jamais porté une arme de sa vie, et 20 ans de gouvernement dans une maison. Il avait usé de la richesse et du pouvoir dans la mesure d'importance qu'il méritait à ses yeux. Il avait accepté les honneurs lorsqu'ils passèrent sur son chemin. Il avait vu des hommes et des cités au près comme au loin. Et les hommes et les cités s'étaient levés afin de l'honorer. Maintenant, il laisserait aller ces choses comme un homme laisse tomber le manteau dont il n'a plus besoin. Derrière lui, comme il passait les portes de la ville, une peau d'antilope et une béquille à poignée de cuivre sous le bras, une écuelle en coco de mer brun et poli à la main, nu-pieds, seul, les yeux baissés vers la terre, derrière ses pas les bastions tirés des salves de bienvenue pour son heureux successeur. Purundas hocha la tête. C'en était fini pour lui de tout cela, et il ne gardait à se passer ni regret ni rancune, pas plus qu'on n'en garde au rêve incolore d'une nuit. Il était maintenant un sunnyasi, un mendiant errant, sans abri, à la merci des autres pour le pain de chaque jour, et tant qu'il y a un morceau à partager dans l'Inde, ni prêtre ni mendiant ne souffre de la faim. Il n'avait jamais de sa vie goûté de viande, et même très rarement de poisson. Une banque-note de 5 livres aurait couvert la dépense personnelle de sa table pendant n'importe laquelle des années où il disposait en maître absolu de millions d'argent. Même à Londres, au plus fort de l'engouement du monde, il n'avait pas un instant perdu de vue son rêve de paix et de tranquillité, la longue route indienne, blanche et poudreuse, toute marquée de pieds nus, l'incessant trafic sans hâte et l'âpre odeur des feux de bois dont la fumée monte en volute sous les figuiers au crépuscule, et près desquels les voyageurs s'asseyent à leur repas du soir. L'heure venue de réaliser ce rêve, le Premier ministre fit le nécessaire. Et 3 jours après, il eût été plus aisé de retrouver une bulle parmi les longues vagues de l'Atlantique que Purundas parmi les millions de vagabonds qui s'assemblent ou se séparent à travers les plaines de l'Hindoustan. Le soir, il étendait sa peau d'antilope à l'endroit où le surprenait la nuit, parfois dans un monastère de Sunnyasis, voisin de la route, parfois près des piliers de terre d'un hôtel à Kalapir, où les yogis, autre classe nébuleuse de saint hommes, le recevaient comme ils accueillent ceux qui savent la juste importance due aux castes et aux classes. Parfois, aux portes de quelques petits villages hindous, où les enfants venaient furtivement lui apporter les aliments que leurs parents avaient préparés, et d'autres fois, sur la pente nue des pâturages, où la flamme de son feu de bois mort réveillait les chameaux assoupis. C'était tout un pour Purundas, ou Purunbagat, comme il se nommait lui-même maintenant. Terre, gens, nourriture, tout se valait pour lui. Mais inconsciemment, ses pieds le portaient dans les directions du nord et de l'est, du sud. Il remonta vers Rohtak, de Rohtak à Karnoul, de Karnoul aux ruines de Samana, puis il suivit le lit desséché du Guger, qui ne se remplit que lorsque la pluie tombe dans la montagne, jusqu'au jour où il aperçut dans le ciel la ligne lointaine des grands Himalayas. Purunbagat sourit. Il se rappelait que sa mère était une brahmane de naissance rajpoute de la vallée de Kulu, une femme de la montagne, toujours en proie à la nostalgie des neiges, et que la moindre goutte de sang montagnard dans les veines d'un homme finit toujours par le ramener à son pays. « Là-bas, dit Purunbagat, en gravissant les premiers contreforts des Siwalik, où les cactus se dressent comme des chandeliers à 7 branches, là-bas je me reposerai et j'apprendrai à connaître. » Et le vent frais de l'Himalaya lui sifflait aux oreilles comme il suivait le chemin qui mène à Simla.
La dernière fois qu'il avait fait cette route, c'était en pompe, parmi le piaffement d'une escorte de cavaliers, pour rendre visite aux plus courtois et aux plus affables des vice-rois. Et tous deux avaient, pendant 1 heure, causé d'amis communs à Londres, et de ce que la masse du peuple hindou pensait réellement de l'état des choses. Cette fois-ci, Purun Bhagat ne fit pas de visite, mais appuyé sur la balustrade du Mile, il contemplait le spectacle grandiose des 40 miles de plaines étendues à ses pieds, lorsqu'un policeman mahométan vint lui dire qu'il gênait la circulation. Purun Bhagat s'inclina devant la loi, avec un salaam respectueux, en homme qui en sait le prix, et parce qu'il se cherchait une loi pour lui-même. Puis il continua sa route, et dormit cette nuit-là dans une hutte vide, à Chota Simla, un endroit où l'on se croirait au bout de la terre, mais ce n'était que le commencement de son voyage. Il suivit la route du Tibet à travers l'Himalaya, la petite voie de 10 pieds de large, taillée à coups de mine dans le roc vif, ou soutenue par des poutres en surplomb au-dessus d'abîmes de 1000 pieds, qui plongent par moments dans d'étroites vallées, humides et chaudes, et, à d'autres, grimpent à travers les croupes déboisées de collines herbeuses où le soleil tape comme les rayons d'une lentille, ou bien qui circulent à travers des forêts sombres dont les feuilles s'égouttent, dont les arbres, du pied au sommet, sont vêtus de fougères parasites, où le faisan, au printemps, appelle sa compagne. Il rencontra des bergers tibétains, avec leurs chiens et leurs troupeaux, chaque mouton portant sur le dos un petit sac de borax. Des bûcherons nomades, des lamas du Tibet enveloppés de manteaux et de couvertures, parcourant l'Inde en pèlerin, des envoyés de petits états perdus dans la montagne, qui brûlaient la poste sur des poneys zébrés ou pis, la cavalcade d'un raja en visite. Ou bien il restait, tout le long d'une lente et claire journée, à n'apercevoir rien de plus qu'un ours brun qui grognait en déterrant des racines, très loin au-dessous de lui, au fond de la vallée. Au premier moment de son départ, la rumeur du monde qu'il laissait derrière lui grondait encore à ses oreilles, comme se prolonge dans un tunnel le grondement d'un train après qu'il a passé. Mais une fois franchi le défilé de Mutihani, ce fut fini, et Purun Bhagat se retrouva seul avec lui-même, marchant, s'émerveillant, et songeant, les yeux fixés à terre, et ses pensées parmi les nuages. Un soir, il passa le plus haut défilé qu'il eût encore rencontré, c'était à peu près 2 jours d'ascension, et déboucha en face d'une chaîne de pics neigeux qui nouait une ceinture autour de l'horizon, montagne de 15 ou 20 000 pieds de haut, qu'on eût dit à un jet de pierre, bien qu'elles fussent éloignées de 50 ou 60 miles. Une forêt aussi sombre qu'épaisse, déodars, noyers, merisiers, oliviers et poiriers sauvages, où dominaient les déodars les cèdres de l'Himalaya, couronnaient le défilé. Et à l'ombre des déodars se dressait un sanctuaire abandonné, naguère dédié à Kali, qui est Durga, qui est Sitala, et qu'on implore quelquefois contre la petite vérole. Purun Das en balaya les dalles de pierre, adressa un sourire à la statue grimaçante, se construisit un petit âtre de glaise derrière le temple, étendit sa peau d'antilope sur un lit d'aiguilles de pain fraîche, remonta sous son aisselle son bairagi, la béquille à poignée de cuivre, et s'assit pour se reposer. Immédiatement au-dessous de lui, le flanc de la montagne tombait à pic, tranché net sur une profondeur de 1500 pieds, jusqu'à un petit village aux maisons de pierre sous des toits de terre rebattus qui se cramponnaient aux versants escarpés. Tout autour, de minuscules champs en terrasse s'étendaient comme un tablier rapiécé, jeté sur les genoux de la montagne, et des vaches, pas plus grosses que des scarabées, paissaient parmi les dalles unies des airs à battre le blé. En regardant à travers la vallée, l'œil se trompait aux dimensions des objets, sans pouvoir de prime abord se rendre compte que tel buisson, au ras du versant opposé de la montagne, était en réalité une forêt de sapins hauts de 100 pieds. Purun Bhagat vit un aigle fondre à travers l'immense abîme, mais le grand oiseau ne fut déjà plus qu'un point noir avant d'arriver à mi-chemin. Par bandes, de rares nuages se clairsemaient, à travers la vallée, s'accrochant à une croupe de rochers, ou s'élevant pour s'effacer à mesure qu'ils atteignaient le point le plus haut du ciel. « C'est ici que je trouverai la paix, » dit Purun Bhagat. Un montagnard ne s'embarrasse guère de quelques centaines de pieds de montée ou de descente, et dès que les villageois aperçurent de la fumée dans le temple abandonné, leur prêtre escalada le versant coupé de terrasses pour venir souhaiter la bienvenue à l'étranger. Lorsque ses yeux rencontrèrent les yeux de Purun Bhagat, c'étaient ceux d'un homme accoutumé à en dominer des milliers d'autres. Il salua jusqu'à terre, prit l'écuelle sans un mot, et revint au village, disant
Nous avons un homme... Pardon. Excusez-moi. Nous avons un saint homme, enfin. Jamais je n'ai vu d'homme pareil. Il est des plaines, mais blanc de visage, un brahmane parmi des brahmanes. Alors toutes les ménagères s'enquirent. Croirez-vous qu'il restera parmi nous? Et chacune d'elles s'ingénia à préparer pour le Bhagat le repas le plus savoureux. La nourriture dans la montagne est très simple, mais à l'aide de sarrasin et de maïs, de riz et de poivre rouge, de petits poissons pêchés au torrent de la petite vallée, de miel tiré des ruches en forme de cheminée pratiquées dans les murs de pierre, à l'aide d'abricots secs, de safran, de gingembre sauvage et de farine d'avoine, une dévote peut cuisiner de bonnes choses. Et ce fut une pleine écuelle que le prêtre apporta au Bhagat. Allait-il rester? Lui demanda-t-il. Avait-il besoin d'un tchéla, un disciple, afin de quêter pour lui? Avait-il une couverture pour se garantir contre le froid? La nourriture était-elle bonne? Purun Bhagat mangea et remercia le donateur. Il avait, dit-il, l'intention de rester. Le prêtre répondit que cela suffisait. Il n'y avait qu'à laisser l'écuelle à l'extérieur du temple, dans le creux de ses 2 racines tordues, et chaque jour le Bhagat recevrait sa nourriture, car le village s'estimait honoré qu'un tel homme, il regarda timidement le Bhagat au visage, voulut bien s'attarder au milieu d'eux. Ce jour-là vit la fin des courses errantes de Purun Bhagat. Il avait trouvé l'endroit qui lui était destiné, parmi le silence et l'espace. Alors le temps s'arrêta, et le solitaire, assis au seuil du temple, n'aurait pu dire s'il était vivant ou mort, homme maître de ses membres, ou parti de la substance des montagnes, des nuages, de la pluie capricieuse et de la clarté du jour. Il allait se répétant doucement à lui-même un nom des centaines de fois, jusqu'à ce qu'il semblât à chaque répétition s'évader davantage de son corps, dans une ascension continuelle, jusqu'au seuil de quelque révélation prodigieuse. Mais juste au moment où la porte s'ouvrait, son corps le ramenait à la terre, et il éprouvait la douleur de se sentir verrouillé de nouveau dans la chair et les os de Purun Bhagat. Chaque matin, on déposait en silence l'écuelle remplie entre la fourche des racines, à l'extérieur du temple. Parfois, le prêtre la portait. Parfois, un marchand ladaki, logeant au village et désireux de s'acquérir des mérites, montait pesamment le sentier. Mais le plus souvent, c'était la femme qui avait préparé le repas la nuit précédente, et elle murmurait d'une voix comme un souffle. « Parle pour moi devant les dieux, Bhagat. Parle pour une telle femme d'un tel. » De temps en temps, on confiait cet honneur à quelque enfant plus hardi, et Purun Bhagat l'entendait lâcher l'écuelle et s'enfuir aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Mais le Bhagat ne descendait jamais au village. Celui-ci s'étendait comme une carte géographique à ses pieds. Il pouvait contempler les assemblées du soir qui se tenaient dans l'enceinte des airs à battre, parce que c'était le seul terrain nivelé. Le vert unique et merveilleux du jeune riz en herbe, les tons indigos du maïs, les carrés de sarrasin semblables à des pièces d'eau. Et dans sa saison, la fleur rouge de la marante, dont la minuscule semence, ni graine ni légume, constitue une nourriture que tout hindou, en temps de jeûne, peut légitimement absorber. Au déclin de l'année, le toit de chaque hutte devenait un petit carré de l'or le plus pur, car c'était sur les toits qu'ils mettaient à sécher la balle de leur blé. La récolte du miel et celle du froment, les semailles du riz et sa décortication, se tissaient sous ses yeux comme une broderie sur le canevas des champs, et il pensait à toutes ces choses tout en se demandant à quel but lointain elle pourrait bien mener les hommes à la fin de tant de saisons. Même dans l'Inde populeuse, un homme ne peut pas rester une journée assis tranquille sans que les bêtes sauvages courent par-dessus son corps comme si c'était un roc. Et dans cette solitude, les bêtes sauvages qui connaissaient bien le temple de Kali ne tardèrent pas à revenir épier l'intrus. Les langours, les grands singes à favoris gris de l'Himalaya, vinrent naturellement les premiers, dévorés qu'ils sont de curiosité. Et quand après avoir renversé l'écuelle, ils l'eurent roulé tout autour de la pièce, quand ils eurent essayé leurs dents sur la béquille à poignée de cuivre et fait des grimaces à la peau d'antilope, ils décidèrent que l'être humain qui se tenait là, si tranquille, devait être inoffensif. Le soir, ils arrivaient en bondissant du haut des pins, et tendaient la main pour des choses à manger, puis repartaient d'un élan, en décrivant des courbes gracieuses. Ils aimaient aussi la chaleur du feu et se pressaient alentour jusqu'à ce que Purun Bhagat fût obligé de les écarter pour remettre du bois, et le matin, une fois sur deux, il lui arrivait de trouver un singe à fourrure grise qui partageait sa couverture. Tout le long du jour, un membre ou un autre de la tribu restait assis à ses côtés, les yeux fixés sur l'horizon des neiges avec un cri parfois et des expressions de sagesse et de mélancolie indicibles.
Après le singe vint le barasing. C'est un grand cerf qui ressemble au nôtre, mais en plus vigoureux. Venu pour se soulager en frottant le velours de ses bois contre les pierres froides de la statue de Kali, il tressauta lorsqu'il vit l'homme sur le seuil du temple. Mais Purun Bhagat ne bougea pas, et petit à petit, le cerf royal s'avança timidement de côté et poussa son museau sous l'épaule de l'homme. Purun Bhagat glissa une main fraîche le long des andouillés brûlants. Le contact apaisa l'animal enfiévré, qui baissa la tête, tandis que Purun Bhagat frottait le velours des bois et le détachait doucement. Par la suite, le barasing amena sa femelle et son faon, douce bête qui restait à ruminer sur la couverture du saint homme. Ou bien il venait seul, la nuit les yeux verts du reflet de la flamme dansante, prendre sa part d'un repas de noix fraîches. Enfin, le daim musqué, le plus timide et le plus petit de sa race, vint aussi, ses larges oreilles de lapin toutes droites. Il n'est pas jusqu'au silencieux Mouchik Naba, dans sa robe mouchetée, qui ne voulut se rendre compte de ce que signifiait cette lumière dans le temple et fourrer son nez de souris dans le giron de Purun Bhagat, allant et venant comme les ombres du feu. Purun Bhagat les appelait tous mes frères, et son doux appel de « Bye, bye » les attirait hors de la forêt en plein jour, lorsqu'ils se trouvaient à portée de sa voix. L'ours noir de l'Himalaya, bourru et soupçonneux, Sona, qui porte sous le menton une marque blanche en forme de V, passa par là plus d'une fois, et comme le Bhagat ne montrait pas de crainte, Sona ne montra pas de colère, mais l'observa, tout en se rapprochant, et finit par demander sa part de caresses et un tribut de pain ou de baies sauvages. Souvent, lorsque, dans la paix de l'aube, le Bhagat montait jusqu'à la crête dentelée de la passe, afin de contempler et de suivre le matin pourpre en marche le long des pics neigeux, il apercevait Sona trottant et grognant sur ses talons, fourrant une patte curieuse sous les troncs d'arbres abattus, et la retirant avec un ouf d'impatience. Ou bien ses courses matinales éveillaient Sona roulé en boule sur le sol, et la puissante brute, dressée tout debout, se préparait à combattre jusqu'à ce qu'elle entendît la voix du Bhagat et reconnût son meilleur ami. Presque tous les ermites et les saints hommes qui vivent loin des grands centres ont la réputation de pouvoir accomplir des miracles parmi les bêtes sauvages. Tout le miracle consiste à se tenir au repos, à ne jamais faire un mouvement irréfléchi, et pour un assez long temps au moins, à ne jamais regarder en face un visiteur. Les villageois aperçurent la silhouette du barasing, arpentant, comme une ombre, les profondeurs de la forêt, qui s'étendaient derrière le temple. Ils virent le Minaul, le faisan de l'Himalaya, faire resplendir ses plus belles couleurs devant la statue de Kali, et les langours, assis sur leur train de derrière, jouer à l'intérieur du temple avec des coquilles de noix. Quelques-uns des enfants avaient aussi entendu Sona se chanter une chanson à lui-même, à la façon des ours, derrière un éboulis de roches, et la réputation du Bhagat, comme faiseur de miracles, s'affermit solidement. Et pourtant, rien n'était plus éloigné de son esprit que le miracle. Il pensait que tout n'est qu'un vaste miracle, et lorsqu'un homme sait au moins cela, il en connaît assez pour se conduire. Il savait de science certaine qu'il n'y a rien de grand, rien de petit en ce monde. Et nuit et jour, il s'efforçait de démêler la voix qui, pénétrant au cœur mystérieux des choses, le ramènerait au point d'où son âme était partie. Songeant ainsi, ses cheveux, qu'il ne coupait plus, se répandirent sur ses épaules. À côté de la peau d'antilope, un petit trou entailla la dalle usée par le pied de la béquille à manche de cuivre. L'endroit entre les troncs d'arbres où l'écuelle reposait chaque jour s'évida, se polit, jusqu'à former un creux aux parois unies, presque à l'égal de la coque elle-même. Et chaque bête connut sa place exacte auprès du feu. Les champs variaient leurs couleurs suivant les saisons. Les airs s'emplissaient et se vidaient, pour se remplir encore, et l'hiver revenu, de nouveau les langours s'ébattaient au milieu des branches duvetées de neige légère, jusqu'au moment où les mères singes ramenaient du fond des vallées chaudes leurs petits bébés aux yeux désolés. Le village subissait peu de changements. Le prêtre était plus vieux. Parmi les enfants qui avaient coutume d'apporter l'écuelle, beaucoup envoyaient leur propre fils à présent. Et quand on demandait aux villageois depuis combien de temps le saint homme habitait le temple de Kali, à l'entrée de la passe, ils répondaient « Depuis toujours ». Un été, les pluies tombèrent en telle abondance qu'on ne se souvenait pas d'avoir vu pareille chose depuis beaucoup de saisons dans la montagne. Pendant 3 grands mois, la vallée fut enveloppée de nuages et détrempée de brume. Une pluie drue, et sans relâche, fit rage en une succession d'orages et d'averses. Le temple de Kali demeurait la plupart du temps au-dessus de la région des nuages, et il se passa un mois entier sans que le Bhagat pût apercevoir son village un instant. Il était enseveli,
perdue sous une couche blanche de nuées qui oscillait, se déplaçait, roulait sur elle-même, s'enflait vers le ciel, mais ne franchissait jamais les jetées que leur formaient les parois ruisselantes de la vallée. Tout ce temps, il ne fit qu'entendre les murmures de l'eau par millions. Elle bruissait dans les arbres au-dessus de sa tête, courait à ses pieds sur le sol, filtrait à travers les aiguilles de pin, s'égouttait aux languettes des fougères versées, bondissait au flanc des collines à travers les canaux fangeux qu'elle venait de creuser. Puis le soleil parut et dégagea le bon encens des déodars et des rhododendrons, et cette odeur lointaine et pure que les montagnards appellent l'odeur des neiges. Le soleil chauffa la terre une semaine durant. Enfin, les pluies se rassemblèrent pour leur dernier déluge, et l'eau tomba en nappe qui mettait à nu les eaux de la terre et rejaillissait en boue. Purun Bhagat entassa le bois sur son feu cette nuit-là, car il était sûr que ses frères auraient besoin de chaleur, mais aucune bête ne s'approcha du temple, malgré ses efforts réitérés, jusqu'au moment où il succomba au sommeil, tandis qu'il se demandait ce qui avait pu arriver dans les bois. Ce fut au cœur de la nuit noire, la pluie résonnant comme 1000 tambours, qu'il se sentit réveillé. On tirait sa couverture. En étendant le bras, il toucha la petite main d'un langour. « Il fait meilleur ici que dans les bois, » fit-il à travers son sommeil, en entr'ouvrant un pli de la couverture. « Prends, et réchauffe-toi. » Le singe le saisit par la main, et le tira fortement. « C'est à manger, alors, » dit Purun Bhagat. « Attends un moment, et je vais te préparer quelque chose. » Comme il s'agenouillait pour alimenter le feu, le langour courut à la porte du temple, gémit, et revint en courant étreindre les genoux de l'homme. « Qu'est-ce donc? Quel est ton mal, frère ?» dit Purun Bhagat, car les yeux du langour étaient pleins de choses qu'il ne pouvait pas dire. « À moins que l'un des tiens ne soit tombé dans une trappe, et par ici personne ne tend de trappe, je ne sortirai pas par un temps pareil. Regarde, frère, le Barasingh lui-même vient chercher un abri. » Les andouillés du cerf, comme il entrait à grands pas, heurtèrent bruyamment la statue de Kali. Il les abaissa dans la direction de Purun Bhagat et se mit à frapper du pied d'un air inquiet, en sifflant par ses naseaux contractés. « Aïe, aïe, aïe !» dit le Bhagat, en faisant claquer ses doigts. « Est-ce là une manière de payer le logement d'une nuit ?» Mais le cerf le poussa vers la porte, et comme il le poussait, Purun Bhagat entendit quelque chose s'ouvrir avec un soupir. Il vit alors 2 dalles du pavage s'écarter l'une de l'autre, tandis que la terre gluante au-dessous claquait des lèvres. « Je vois maintenant, » dit Purun Bhagat. « Il n'y a pas à blâmer mes frères de n'être pas venus s'asseoir près du feu cette nuit. La montagne s'effondre. Et cependant, pourquoi m'en irais-je » Son regard tomba sur l'écuelle vide, et son visage changea d'expression. « Ils m'ont donné chaque jour une bonne nourriture depuis ma venue, et si j'y mets du retard, il n'y aura plus demain une seule bouche dans la vallée. En vérité, il me faut aller les prévenir en bas. Recule-toi, frère, laisse-moi approcher du feu. » Le Barasingh recula à contre-cœur, tandis que Purun Bhagat plongeait une torche au plus profond de la flamme, en la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle fût bien allumée. « Ah, vous êtes venu m'avertir, » dit-il en se levant. « Nous allons faire mieux encore, mieux encore. En avant, maintenant, et prête-moi ton cou, frère, car moi je n'ai que 2 pieds. » Il empoigna de la main droite le garrot hérissé du Barasingh, de la main gauche éleva la torche, et sortit du temple dans la nuit désespérée. Il n'y avait pas un souffle de vent, mais la pluie noyait presque la torche, tandis que le grand cerf se hâtait vers le bas de la côte, en patinant sur ses pattes de derrière. Dès qu'ils furent hors de la forêt, d'autres frères du Bhagat se joignirent à eux. Il entendit, bien qu'il ne pût les voir, les langours se presser autour de lui, et derrière eux les « ouh » de Sona. La pluie agglutinait en cordes les mèches de sa longue chevelure blanche, l'eau jaillissait sous ses pieds nus, et sa robe jaune se collait à son vieux corps amaigri, mais il descendait à grands pas assurés en s'appuyant sur le Barasingh. Ce n'était plus un saint homme, mais Sir Purun Das, Kasseïeux, premier ministre d'un État important, un homme habitué à commander, s'en allant sauver des existences. Par le sentier roide et bourbeux, ils dévalaient ensemble, le Bhagat et ses frères, ils descendaient toujours plus bas. À la fin, le cerf buta en heurtant le mur du nerf, et renâcla, car il sentait l'odeur de l'homme. Il se trouvait à l'entrée de la rue tortueuse et unique du village. Alors le Bhagat frappa de sa béquille aux fenêtres barricadées de la maison du forgeron, pendant que sa torche flamboyait sous l'abri des auvents. « Debout et dehors !» cria Purun Bhagat, et il ne reconnut pas sa propre voix, car il y avait des années qu'il n'avait pas parlé haut à un homme.
La montagne va crouler, la montagne croule. Debout et dehors, vous tous dans vos maisons. C'est notre Bagat, dit la femme du forgeron. Il est au milieu de ses bêtes. Rassemble les petits et appelle. L'appel courut de maison en maison, tandis que les bêtes, serrées dans l'étroite rue, ondulaient et se tassaient confusément autour du Bagat, et que Sona soufflait d'impatience. Les gens se précipitèrent dans la rue. Il n'était pas plus de 70 en tout, et à la lueur des torches, ils virent leur Bagat retenir le Barasing, terrifié, tandis que les singes s'accrochaient pitoyablement au pan de sa robe, et que Sona, assis sur son train de derrière, hurlait. « De l'autre côté de la vallée, et sur la montagne en face !» cria Purun Bagat. « Ne laissez personne en arrière, nous suivons !» Alors les villageois coururent, comme seuls des montagnards quand ils se mettent à courir, car ils savaient que, dans un éboulement, il faut grimper le plus haut qu'on peut de l'autre côté de la vallée. Ils fuirent, pataugeant à travers la petite rivière qui coulait dans le fond, et grimpèrent haletant par les champs en terrasse du versant opposé, tandis que suivaient le Bagat et ses frères. Ils montèrent toujours plus haut, sur la montagne vis-à-vis de la leur, se hélant les uns les autres par leurs noms, toute la liste d'appels du village, et sur leurs talons peinait le grand Barasing alourdi par la force expirante de Purun Bagat. Enfin, le cerf s'arrêta sous l'abri d'un épais bois de sapin, à 500 pieds d'élévation sur le versant de la montagne. Son instinct, qui l'avait averti de la catastrophe imminente, lui disait que là il serait sauf. Purun Bagat tomba défaillante à ses côtés, car le froid de la pluie et cette furieuse ascension étaient en train de le tuer. Mais d'abord il cria dans la direction des torches dispersées en avant. « Arrêtez et comptez-vous !» Puis il murmura au cerf lorsqu'il vit les lumières se grouper. « Reste avec moi, frère, reste, jusqu'à ce que je m'en aille. » Dans l'air passa un soupir, qui se changea en murmure, puis en grondement, puis en fracas formidable, par-delà les limites de l'ouïe humaine. Et le versant de la montagne sur lequel se tenaient les villageois fut heurté dans l'obscurité et vacilla sous le choc. Alors, une note aussi soutenue, profonde et sûre que le la d'en bas d'un grand orgue étouffa tout autre son pendant près de 5 minutes, tandis que les sapins en vibraient jusqu'en leurs racines. Elle s'éteignit enfin, et le bruit de la pluie résonnant sur des miles de terre ferme et de gazon se transforma en un roulement de tambours voilés, le bruit de l'eau sur la terre molle. Cela en disait assez. Aucun villageois, pas même le prêtre, n'eut la hardiesse d'adresser la parole aux Bagat qui avaient sauvé leur vie. Ils s'accroupirent sous les sapins et attendirent le jour. Lorsqu'il parut, leurs yeux plongèrent à travers la vallée. Ce qui avait été forêt, champs en terrasse, pâturage sillonné de chemins, n'était plus qu'un amas de boue brute, rougeâtre, en forme d'éventail, sur l'escarpement duquel gisaient la tête en bas quelques arbres. Cette boue rougeâtre montait très haut sur le flanc de la montagne, où ils s'étaient réfugiés, endiguant la petite rivière qui commençait à former un lac de couleur brique. Du village, du chemin qui conduisait au temple, du temple lui-même, et de la forêt qui s'étendait derrière, il ne restait nulle trace. Sur 1 mile d'étendue et 2 miles bon pied de profondeur, le versant de la montagne s'était détaché d'une pièce, rasée nette de la base au sommet. Et les villageois, un par un, rampèrent à travers le bois pour venir prier devant le Bagat. Ils virent le Barasing debout auprès de lui, qui s'enfuit à leur approche. Ils entendirent les langours se lamenter dans les branches, et Sona gémir au sommet de la montagne. Leur Bagat était mort, assis les jambes croisées, le dos contre un arbre, sa béquille au creux de l'aisselle, et le visage tourné vers le nord-est. Le prêtre dit « Voyez, miracle sur miracle! C'est exactement dans cette attitude que tous les sunnyasis doivent être ensevelis. Aussi nous élèverons, à l'endroit où il repose, un temple à notre saint homme. » Ils bâtirent le sanctuaire, petit autel de pierre et d'argile, avant qu'une année se fût écoulée. Ils appelèrent la montagne le mont du Bagat, et c'est là qu'ils l'adorent encore, à l'heure qu'il est, à renfort de lumière, de fleurs et d'offrandes. Mais ils ne savent pas que le saint, objet de leur culte, est feu sœur Purundas, KCIE, DCL, PhD, etc., jadis premier ministre de l'État progressiste et éclairé de Mohinniwala, et membre honoraire ou correspondant de plus de sociétés savantes et scientifiques qu'il n'y en aura jamais pour faire quelque bien dans ce monde ou dans l'autre. Une chanson de Kabir. Le monde fut léger qu'il pesa dans ses mains, lourd le compte orgueilleux de ses fiefs et ses biens.
Il a quitté le trône et vêtu de suaire. Bairagi, désormais, il s'en va sur la terre. La route blanche fait le tapis de ses pieds. Le sal et le kidar le toit de son palais. Son foyer, c'est le camp, la foule qui poudroie. Bairagi, désormais, il a choisi la voie. Sa prunelle a fixé l'homme sans se ternir. Un seul fut, un seul est, rien qu'un seul, dit Kabir. La rouge illusion de l'acte fut dissoute. Bairagi, désormais, il a tenté la route. Afin de recueillir la science et l'aveu de son frère la brute et son frère le dieu, il a fui le conseil et vêtu de suaire. Entends-tu, dit Kabir, Bairagi solitaire. Et c'en est terminé de cette nouvelle. La nouvelle, le miracle de Purun Bhagat. C'est donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro. Eh ben, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal à faire la lecture ce soir, j'ai l'impression. Autant sur la première nouvelle, c'était un peu le cas, mais là sur la deuxième, j'ai vraiment chié. Donc j'espère que ça a été malgré tout assez compréhensible et agréable pour vous. Mais ouais, j'ai vraiment eu du mal. Pour ça, plusieurs raisons. Déjà, bah tout simplement, il y a des jours sans et des jours avec, et là a priori c'est plutôt un jour sans. Aussi parce que il y a eu pas mal de noms propres hindous, et j'avoue que c'est pas des consonances que j'ai l'habitude de prononcer, et même d'entendre. Donc c'est vrai que on me dit souvent que j'arrive à prononcer super facilement et super naturellement les mots de consonances étrangères. En général, j'avoue ne pas avoir trop de mal. Mais là, pour le coup, les consonances hindoues, j'ai un peu galéré. C'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de rencontrer. Surtout qu'en plus, s'ajoute à cela un souci de compréhension. Parce qu'il n'y a pas que des noms propres, il y a aussi des noms communs. Et ça, c'est un peu plus gênant. Il y a des noms communs qui veulent dire quelque chose vraiment, mais juste, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais juste que c'est un mot indien, de langue indienne. Mais juste je sais pas ce qu'il veut dire, quoi. Donc ouais, désolé, j'ai eu un peu plus de mal à cause de tout ça. D'ailleurs, cette nouvelle en particulier se recentrait vachement sur le côté plus spirituel, je trouve, du côté hindou, et je trouve ça vachement intéressant. Je vous invite, si vous le pouvez, à lire un roman qui s'appelle Seigneur de Lumière de Roger Zelazny. Attendez, je l'ai là, je crois. Ouais, c'est ça normalement. Bref. C'est un très très bon roman et qui a beaucoup emprunté justement à la mythologie hindoue. Et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pas quelque chose que je connais sur la pointe des doigts, loin de là, mais c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, très complexe mais très intéressant. Donc c'est cool d'avoir eu un petit échantillon dans cette nouvelle. Du coup, Fallen Angel qui nous dit « Dans le premier livre, les nouvelles qui parlaient majoritairement des hommes n'étaient pas mes préférées, mais je les trouvais vraiment très belles. » Bah, je suis un peu d'accord avec toi, Fallen Angel. Dès le premier livre de la jungle, les nouvelles qui parlaient des hommes, c'était vraiment pas mon délire. Surtout que là, pour le coup, il n'y a même pas de dialogue. Et je trouve que c'est là aussi où j'ai eu un peu plus de mal à lire. Je trouve que peut-être Rudyard Kipling est plus doué en dialogue qu'en narration pure. Donc là, le fait qu'il n'y ait quasiment pas de dialogue du chapitre et que ça se résume à uniquement des descriptions, je trouve que parfois les paragraphes ne sont pas hyper bien écrits. Enfin, on va dire que parfois les phrases sont un petit peu alambiquées et un peu mal structurées. Enfin, je trouve en tout cas. Enfin voilà, disons que en tout cas à mon goût, je trouve que Rudyard Kipling est plus doué pour écrire des dialogues que pour écrire de la narration. Donc ouais, c'est aussi une chose avec laquelle j'ai eu un peu plus de mal dans ce chapitre du coup. Et sinon, ouais, je suis assez d'accord. Les nouvelles qui parlent uniquement des hommes, c'était pas quelque chose qui m'avait déjà
vraiment plu dans le premier bouquin. Et là, dans le second livre de la jungle, un peu mieux pour cette nouvelle particulièrement, mais j'avoue que c'est toujours pas ce que je préfère. Je préfère quand même, pour les lectures du livre de la jungle, trouver des animaux qui parlent. C'est con, hein, mais en plus je trouve que c'est vachement mieux écrit en général et vachement plus intéressant. Là, il y avait quand même un côté intéressant, mais par exemple, je trouve que c'était très long à se mettre en place. Je trouve que... Enfin ouais, j'ai un peu moins apprécié cette nouvelle malgré tout. Je trouve que pour une Bagat, dans son... Comment dire ? Disons que tout ce qui touche à la politique en général ne m'intéresse pas énormément en littérature. Et c'est par exemple ce qu'il y avait un petit peu dans le service de la reine, dans le premier bouquin. Et là voilà, là on a retrouvé vite fait un petit peu de politique sur les premières pages de cette nouvelle. Et c'est vraiment pas ce qui me botte quoi, donc j'en ai un peu rien à faire entre guillemets. Mais bon, en même temps c'était un peu nécessaire pour la suite de la nouvelle. Qui du coup oui, par la suite s'avère être assez sympathique. Avec en effet ce délire pour une Bagat qui s'exile de lui-même entre guillemets. Pour entre guillemets faire corps avec la nature, et je trouve que du coup philosophiquement il y avait des choses très très belles et qui se rapprochent justement beaucoup de l'hindouisme là-dedans, et ouais, la spiritualité indienne je pense est assez intéressante. Ça doit être assez intéressant de l'étudier en fait. Bref, je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de vraiment galérer ce soir à lire, à animer le live, enfin bon, bref. Retour difficile en live, désolé les amis, je m'en excuse. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir. Encore un énorme merci pour les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour la suite vendredi 21h. Nous lirons la nouvelle La descente de la jungle, et peut-être éventuellement une seconde nouvelle, ça serait donc Les Croque-Morts. Mais bon, je pense que la descente de la jungle va déjà nous prendre pas mal de temps, donc on verra. Bref, en tout cas, on se retrouve vendredi pour la suite du second livre de la jungle de Rudyard Kipling à 21h. On se retrouve dimanche pour la lecture d'une nouvelle de l'univers de League of Legends, dans Et si on découvrait. Et sinon, demain, mercredi, je mets en ligne un nouveau chapitre de mon roman La Paix sur Terre sur Wattpad. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Voilà, je pense avoir tout dit pour de bon cette fois-ci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci Fallen Angel de m'avoir accompagné tout ce live. Merci à Gis d'être passé, ça m'a fait très plaisir. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.